Peut-être qu'on pourrait faire un retour sur ce qui s'est passé cet été. Genre les universités d'été de la gauche, notamment leur rapport à Médine. Il y a eu tout un scandale par rapport à ça. Ouais, c'était très intéressant. Et pour le coup, on parlait tout à l'heure de préférer l'original aux copies. La réalité, c'est que dans le milieu militant, les gens aujourd'hui sont pas mal sur la ligne de la France Insoumise. Il y en a beaucoup qui sont sur cette ligne-là, et il y a eu la France Insoumise qui s'est retrouvée avec Médine d'invité à l'université d'été, et ELV a fait pareil. Donc c'était marrant parce qu'on les a vus un peu au final copier cette stratégie, un petit peu cool aussi, un petit peu ouais, on va inviter un rappeur, machin, et puis en fait, on a vu qu'ils savaient pas qui c'était. Et qu'au premier coup de pression de la bourgeoisie, les mecs ont fait marche arrière. Et ben ça fait que les gens qui sont sur la ligne de la France Insoumise, ils vont pas avoir envie de voter ELV parce que on voit bien que c'est de la pâle copie, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant cette histoire de voir la réaction des deux. Dans un cas, ceux qui font front avec Médine parce qu'ils l'ont invité et qui considèrent que c'est intéressant de l'inviter, et ceux qui, au premier coup de pression de Pascal Praud, se retrouvent à bégayer, à dire ah oui, Médine, on va le surveiller, un petit peu comme des petites profs là, avec un délire un peu néocolonial, en mode ouais, mais bon, c'est un arabe quand même, donc c'est cool s'il vient parler chez nous, mais on va faire gaffe à ce qu'il dit, quoi. Enfin, c'était un peu délirant ce truc. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais c'était vraiment très Ce qui est intéressant, c'est qu'on a revu finalement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les fausses stratégies, enfin les stratégies perdantes. Là, ELV, on a revu la stratégie condescendance de classe, gauche morale, petite bourgeoise, oh là là. Là, on était vraiment, tu vois, dans le. Alors lui, c'est un barbeauf, quoi, tu vois, mi-beauf, mi-barbare, tu vois, donc. Il peut venir, mais à condition qu'il se tienne tranquille. Tu vois, c'était le gars en soirée. Tu te dis, tiens, ouais, je suis invité, je viens avec un pote. Ah ouais, mais non, lui, tu comprends. Tu comprends quoi? Tu vois bien, il vit pas comme nous. Tu vois. C'était vraiment, là, on était vraiment dans la condescendance de classe et la violence. Et puis, voilà, avec tout le côté fausse conscience d'Europe Écologie, l'incapacité justement à comprendre ça, qu'il y a des gens qui ont mis du temps à se former, qui sont pas nés dans des milieux politisés, qui sont nés durant la crise des idéologies dominantes, etc. Et qui effectivement, ouais, ils ont navigué, quoi. Passé de ci, de ça, dans le complotisme, et que ce qu'on attend de la gauche, c'est pas qui nous rééduque, ou qui rééduque les gens. Ouais, et puis on en était à dire ouais, en 2014 le mec a fait une quenelle, c'est 10 ans quasiment, tu vois. Enfin, c'est ça, tu vois. C'est délirant comme truc. Hein. Et t'as envie de dire, mais vous étiez où, tu vois? Ouais. Vous étiez où? Ah vous étiez à la mairie de Paris avec Christophe Girard qui soutenait Masneff. Tu vois, moi j'aurais pu. C'est ça qu'on aurait dû dire. Alors fermez-la. Donc et tu vois bien que ce truc-là, là t'es dans la condescendance de classe. Ça c'est jamais. Et finalement, les classes populaires ou les gens, eux sont finalement trop matérialistes, quoi. Ils viennent jamais reprocher, vous avez fait ça il y a 30 ans. Sinon, t'imagines, si les prolétaires, ils faisaient ça à la petite bourgeoisie, lui reprocher tous ces trucs iniques, il finit toujours par dire, bon, ok, on vote quand même pour vous ou quoi, tu vois. Non, eux, ils viennent, ils font l'inventaire, etc. C'est vraiment une vision de sentiment de supériorité morale et intellectuelle. Et là, on a bien vu ce que c'était Europe Écologie. Et c'était très intéressant de voir à côté le comportement de l'AFI, oui, qui a déjà passé le cap, quoi. Qui était en parallèle en train de comment dire, de créer du clivage, de faire venir de faire venir Dany Erras, de faire venir et de montrer que non, en fait on peut gagner du terrain sur la confusion réactionnaire, conservatrice, antisémite, complotiste, etc. Sans ni condescendance de classe, ni moralisme, ou sans s'avouer vaincu et d'être dans on va dire dans l'autoconservation. Il y a aussi cette volonté de pas mener le bataille, c'est le confinement idéologique. Tu sais, c'est vraiment la logique, comme le confinement avec le sanitaire, tu sais.
je me protège, j'essaye de m'éloigner de tous les confus, de tous les retardés, et du coup, je serai pas contaminé par leurs idées. Ouais, ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un truc délirant, attends, c'est que c'est des gens qui disent oui, on va essayer de parler aux gens qui votent FN, mais si les gens qui votent FN ils switchent, ils sont enfin lui il votait pas FN quoi, mais ils sont invités à leur université d'été, ils vont leur balancer dans la gueule qu'à 10 ans ils votaient FN, tu vois. Donc en fait faut les convaincre, faut qu'ils votent pour nous, mais faut quand même qu'ils fassent profil bas et qu'ils viennent pas parler chez nous quoi. Enfin, c'est complètement con comme truc. Exactement. T'as des gars, mais c'est vraiment une stratégie, les mecs de perdants. Donc mais en fait là c'est une stratégie voilà de. Là, c'est vraiment Bourdieu, tu vois. Là, moi, on dit marxiste, mais là, tout le travail de Bourdieu sur la notion de champ symbolique, la distinction, le jeu entre agents, et ça, c'est parfait. Parce que là, tu vois bien ce que c'est le petit champ politique, vraiment en dehors de l'histoire. Et puis, ah oui, alors il faut pas que je rejette Médine. Mais en même temps, il faut que je passe pour pur, donc je vais jouer le chant symbolique de la maîtresse qui éduque le... Voilà, c'est catastrophique. Surtout quand tu l'écoutes, Médine, t'as l'impression qu'il est plus formé que la moitié des militants de LV, tu sais. Mais oui, c'était honteux, et on voit vraiment... Et puis là, en plus, ça se doublait, parce que ça pourrait être fait avec des blancs, tu vois. Ça pourrait être fait dans l'espace de la blanchité. Et là, ça se fait en plus avec un arabo-musulman, tu vois. Donc, t'as en plus le côté colonial, raciste. Enfin, là, tu comprends ce que c'est la violence de la petite bourgeoisie de gauche, moraliste, idéaliste... c'est une catastrophe. Et on comprend leur vision du monde catastrophique à Europe Écologie, justement dans cette praxis-là, quoi. Mais il y avait un truc intéressant d'ailleurs, c'est la position, je trouve, du PCF par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as eu l'UMA qui a sorti une une nickel, donc l'UMA gérée par Fabien Gay, je crois, donc une tendance dans le PCF et tout, qui sort une de défense de Médine. Et t'as Roussel qui dit qu'il s'est arraché les cheveux devant cette une et qui dit que lui il aurait jamais invité Médine quoi. Et c'est justement de voir le chef du PCF dire ça alors que l'UMA est pas d'accord, on voit qu'en fait sa position elle tient pas à grand chose, je trouve, Roussel, et pour l'instant il est majoritaire dans son parti mais qu'il est un peu mal à l'aise par rapport à ça, et que lui il vient jouer un peu le clair en disant ah oui non mais on parle pas à Médine, alors qu'il va inviter Édouard Philippe et Valérie Pécresse, et que je pense que Édouard Philippe et Valérie Pécresse ont fait plus de mal concrètement aux gens en France que Médine, hein. Enfin c'est assez délirant. Ah ben c'est sûr et certain. Oui, et puis tu vois bien que Roussel, quand il fait sa sortie, là, c'est que du champ politique et médiatique. Il y a rien de matérialiste et de concret là-dedans. Quand il fait ça, il essaye de faire... de donner des gages pour son nouveau livre avec Enthoven, ou avec Eric Nolot peut-être que, comme il en a fait un avec Enthoven, il va peut-être en faire un avec Eric Nolot. Ah, t'es méchant. Bah, je sais pas, moi je sais pas. Mais donc tu vois bien qu'il y a clairement tu gagnes aucun vote. Ça ne sert à rien, je veux dire, c'est des polémiques, voilà. C'est vraiment de se placer sur je suis votre camp, quoi. Marianne, la petite bourgeoisie qui se croit progressiste alors qu'elle reproduit du racisme systémique H24, qu'elle a voulu taper sur les gilets jaunes à balles réelles, qu'elle a voulu des peines spéciales pour les émeutiers après Naël, qui se réjouit quand il y a des mains arrachées ou des éborgnés. C'est cette petite bourgeoisie là qu'on va chercher. C'est celle-là qui pense que la France éternelle va disparaître sous les attaques de l'islamo-wokisme ou cette bourgeoisie, petite bourgeoisie, tu sais, qui est encore très confortable, tu vois, qui est encore très dans le confort. Alors, l'analyse matérialiste, c'est une bourgeoisie qui a beaucoup de positions de confort,
mais qui comprend que autour d'elle, ça commence à décrocher, tu vois, qui sent en insécurité. Ah oui, elle a peur. Elle a peur. Tu vois, en fait, elle fait passer pour de l'insécurité culturelle son insécurité matérielle. Parce qu'elle dit, non mais les mecs, en fait, ça devient dur, quoi. Enfin, demain, ils vont rentrer chez moi, tu vois. Et en fait, elle fait passer ça parce que ça vous... En fait, c'est toujours ça qui renie en dernière instance, cette petite bourgeoisie et cette bourgeoisie. C'est toujours leur... on va dire l'arbitraire de leurs conditions, l'argent en plus, l'héritage en plus, etc. Donc ils vont toujours cacher ça derrière une insécurité culturelle, une perte de la civilisation, un risque pour la France éternelle. Enfin, tu vois, et ils vont toujours cacher ça. Ouais, il y a aussi un côté, tu vois, genre où, il y a un côté où cette petite bourgeoisie aussi, il y a aussi une petite bourgeoisie intellectuelle, je dirais. Cette petite bourgeoisie intellectuelle, elle est fondée sur un rapport au savoir qui est situé, un savoir qui est situé, quoi. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des transformations, notamment à gauche, notamment qu'ils aient perdu un peu l'université, ils ont l'impression d'avoir une remise en cause de leur place dans ce système intellectuel, quoi. Et je pense que, en perdant, en fait, ce que je veux dire, c'est que leur position matérielle, ils arrivent à leur position dominante matérielle, leur position d'exploitation, ils arrivent à la légitimer par une domination intellectuelle qu'ils sont en train de perdre, en fait. Et donc, ils ont cet inconfort tout le temps, parce que ce qu'ils se disent, c'est qu'il n'y a pas que la domination intellectuelle qu'ils vont perdre, c'est la domination matérielle aussi qu'ils peuvent perdre. Et donc, du coup, les mecs flippent complètement. Toujours ça, à la fin. Et disent, ah oui, c'est le wokisme, les universités, machin, mais c'est parce qu'en fait, les universités, elles veulent plus... La rationalité actuelle ne veut plus d'eux aussi, quoi. On parlait justement, en fait, c'est tout. Il y a aussi, c'est là où il y a des motifs on va dire de satisfaction. Finalement, en fait, c'est aussi parce qu'elle est sous tension, cette petite bourgeoisie blanche, raciste. Tu vois, quand elle était, quand le niveau du racisme en France a éclos à partir des classes populaires, tu vois, dans les usines Talbot, etc., les conflits vraiment au sein de la classe ouvrière, elle était encore capable de venir, de jouer l'ascendant moral. SOS racisme, ah oui, le racisme c'est pas bien, les petits blancs beauf, etc., vous vous en prenez aux arabes, et donc t'avais vraiment toute cette gauche morale blanche qui a émergé, etc. Maintenant que finalement les enfants de ces ou les petits enfants de ces les ouvriers immigrés là sont finalement ont fait des études, sont dans des postes de journalistes, dans des postes universitaires, tu vois, et donc transforment finalement le rapport à la race, le rapport à la religion de ces classes intermédiaires. Là ils sont en résistance, quoi. C'est presque, et ils deviennent racistes, ils expriment leur xénophobie et le racisme pour ça. Parce que c'était facile d'être antiraciste dans un espace de classe où t'es que entre blancs, et ça te permet en plus de taper sur la classe subalterne en la traitant de beauf raciste. Maintenant que finalement ça traverse un peu plus, c'est largement insuffisant, etc. Ouais. Pareil, ça se féminise aussi, donc t'as une réaction sexiste. Comme je disais, il ne faut pas qu'ils soient, il faut toujours qu'ils se sentent pas chez eux. Et oui, quand ils se sentent pas à l'aise pour faire une blague misogyne, pas à l'aise pour faire une blague raciste, c'est quand même, il y a une conquête. Mais effectivement, il y a une espèce de trompe-l'œil idéologique. Ils vont surinvestir le reste de paroles qu'ils ont. Et donc là, ça va être le déferlement. Ouais, mais c'est ce que tu dis, tu vois, genre c'est intéressant. Le fait que quand ils sont contre blancs et tout, et qu'ils peuvent taper en dessous sur les beaufs racistes et tout, ils le font. Mais quand au final, tu vois, ils arrivent et qu'au concours d'avocats, c'est plus que des blancs, mais t'as une meuf qui arrive en abaya au concours d'avocats. Là, ils ont envie quand même de réintégrer des structures racistes pour refaire de la place dans leur propre champ, quoi. C'est assez intéressant. Exactement. Comme truc. Et en fait, leur champ
petits bourgeois intellectuels, universitaires, journalistiques, tu vois, tous ces classes-là, intellectuelles, intermédiaires, petits clercs, etc. Et finalement, elles se féminisent. Il y a aussi de plus en plus de racisés ou de gens d'origine musulmane, tu vois. Et t'en as qui effectivement. Donc ça va donner deux formes de réaction très, très opposées. C'est pour ça que tu as des combats idéologiques très, très violents. Tu as des gens qui vont comprendre que c'est une mutation normale, légitime, progressiste. Et puis tu en as d'autres qui vont s'attacher à l'ancien ordre, tu vois. Et puis en fait, c'est là où tu vas avoir une ultra-violence entre des fois des idéologies idéalistes des deux côtés. Parce que c'est même plus un combat, on va dire, entre une classe supérieure et une classe subalterne, ou une classe subalterne et une classe supérieure, c'est un combat d'hégémonie à l'intérieur de la classe. Tu vois, quand la classe intermédiaire était totalement blanche, finalement, le rapport à la blanchité n'existait pas. C'est parce que justement, il y a de plus en plus de racisés, de femmes, etc., que on peut attaquer cette blanchité et ses effets. Et c'est très très bien, et il faut le pousser. Et pour ça, il faut des relais intellectuels, médiatiques, voilà. Mais en face, des gens qui étaient passifs, qui étaient des racistes systémiques passifs, deviennent des racistes actifs, en défense, et un peu paniqués, paranoïaques, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des gens qui ont toujours été racistes, mais qu'il était de manière passive et parfois avec une fausse conscience, avec une impression d'être antiraciste. Et du coup, maintenant, ils sont obligés d'assumer leur position. Leur position se dévoile dans la crise, quoi, un peu. Ils sont obligés de dire, ah ouais, en fait, j'étais raciste depuis le début et ma position faussement laïcarde, machin, elle était déjà un peu raciste, quoi. Et c'est pour ça qu'en plus, tu vois un peu les mutations. Tu sais, on est passé vraiment de quelque chose de touche pas à mon pote, tu sais, c'était les Arabes le problème, tu vois. Et les Arabes, les Arabes, c'était c'était très racial, mais ethnique, tu vois. C'était les Blancs contre les Arabes, mais c'était une vision surplombante d'un autre espace de blanchité. Maintenant, tu vois, c'est plus compliqué, c'est pas les Arabes, tu sais, c'est les musulmans, tu vois, avec toute la civilisation qu'il y a derrière, tout le côté guerre des civilisations, et les mecs, ils vont dans des délires, tu vois, quand t'expliquais, il y a des Blancs qui aiment pas les Arabes ou des Blancs qui aiment pas les Noirs, t'avais un côté, oui, c'est les préjugés, c'est les machins, tu vois. Et maintenant, comme ils sont dans ces espaces-là, ils viennent construire le musulman. Et là, le musulman, tu vois, c'est un être beaucoup plus complet, avec une culture, avec une histoire incompatible avec la nôtre, etc. Et là, tu retrouves les ressorts vraiment de l'antisémitisme. Tu vois, quand dans SOS Racisme, t'avais pas ces ressorts-là. L'islamophobie, c'est vraiment le nouvel antisémitisme. Pourquoi ? Parce que ça vient chercher le côté... tu vois, l'antisémitisme, c'est ça. C'est pas ils sont différents de nous seulement, ou c'est pas le racisme, la négrophobie, ou tu vois. Non, c'est... On peut pas les reconnaître, ils ont un projet caché, ils sont souvent dans des postes de pouvoir, tu vois, et ça devient ça, tu vois, la taquilla, tu vois, et du coup la taquilla, c'est vraiment ça, c'est des gens, ils voient Ouria Boutelja qui arrive, qui est même pas voilé sur une interview sur deux et tout, et il t'explique que c'est une meuf qui a un projet pour mettre en place l'islamisme en France et tout. Enfin, genre c'est délirant, et si tu leur fais remarquer, mais regarde, attends, elle a même pas de voile et tout, et ils vont te dire oui, mais c'est justement pour faire croire qu'en fait elle est plus intégrée qu'elle ne l'est et tout. Enfin... Exactement, et tu vois le délirant le truc. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que les mecs à un moment donné, ils viennent te dire, pour nous conquérir, ils viennent en abaya. Ah, tu dis, bah t'as vu, elle est en cheveux et elle a un crop top. Ouais, mais elle fait semblant. Tu vois, ça c'est vraiment le discours paranoïaque. Tu vois, c'est-à-dire que le gars, peu importe la situation, c'est la même conclusion. Donc, bien sûr. Mais tu vois, là on est dans vraiment le discours. Vraiment la résurgence du discours antisémite. Et quand tu analyses bien les structures antisémites, la fausse conscience antisémite qui se développe à la fin du 19e, c'est le nationalisme aussi qui l'a créé.
C'est pas simplement l'antisémitisme, l'antijudaïsme chrétien. Forcément, il y a un lien, hein, il y a un syncrétisme, une synthèse avec ça, mais c'est aussi l'idée de nation. C'est aussi l'idée, il y a une nation dans la nation. Et l'islamophobie, elle subit ça. Donc elle subit ce virulent antisémite qui est plutôt historiquement d'extrême droite, la nation dans la nation, la gangrène de notre civilisation pure par l'impureté, etc. Tu vois, et puis en plus, on l'a vu précédemment, elle subit aussi une autre forme de violence, mais là plutôt à gauche, qui est le progressisme occidental blanc, qui pense que l'athéisme c'est le stade avancé de la pensée, et donc les musulmans ils se tapent deux formes de logique, c'est-à-dire on va dire l'antisémitisme historique de l'extrême droite avec la pureté de la nation, etc. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme d'extrême droite, et on va dire l'athéisme, le progressisme occidental suprémaciste, qui est lui plus porté par la gauche qu'on a vu apparaître en 1905. Donc ils sont vraiment sous le feu de ce double truc, et donc c'est c'est pour ça que c'est très très compliqué. Quoi que tu fasses en France, le pire truc que tu peux faire, c'est dire que t'es musulman. C'est-à-dire, tu peux t'habiller en abaya, en crop top, ce que tu veux. Quand tu vas dire je suis musulman, les gens vont te regarder genre mais musulman comment, tu vois. Et quand ça commence à être là, tu vois, genre mais musulman comment, tu vois. Personne dit mais tu sais, personne vient dire mais toi t'es juif, mais t'es juif comment du coup, tu vois. Ou mais t'es catholique, mais catholique comment, tu vois. Et personne dit ça. Musulman comment, ça veut dire est-ce que t'es compatible avec la France, auquel cas ce serait que t'es pas vraiment musulman, tu vois, ou est-ce que t'es vraiment musulman et auquel cas c'est que t'es pas vraiment français. Mais j'ai l'impression, toi tu connais beaucoup mieux que moi l'histoire, je pense, des rapports coloniaux de la France et tout, mais qu'il y a un rapport vraiment particulier avec les musulmans, notamment parce que il y a un rapport un peu bâtard, je trouve, avec l'Algérie en France, du fait que c'était un département. On en a plus peur que des pays d'Afrique, parce que les pays d'Afrique, il y a vraiment plus un rapport pour le coup de condescendance extrême, et en fait on en a même pas peur parce qu'en fait on sait qu'ils sont trop dominés par nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a ça, les petits bourgeois réacs, racistes, ben avec les noirs ils vont dire ouais mais regardez, ils sont gentils même s'ils sont pas très doués, machin, même si, enfin tu vois le truc, ils vont être très très condescendants, et du coup en avoir moins peur que des musulmans où ils vont avoir l'impression qu'en fait les musulmans quand même c'est presque c'est presque notre égal, mais qu'on va mettre inférieur, qu'on va mettre insoluble, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, j'ai cette impression là, mais pour le coup là je suis impressionniste parce que je connais pas assez l'histoire coloniale du pays, quoi. Bah déjà l'histoire de la conquête de l'Algérie, c'est pas l'histoire de la colonisation, hein. Souvent les gens ils oublient ça, c'est pas l'histoire on va dire du début de la phase impérialiste du capitalisme, c'est 1830, c'est avant, contrairement à tout le reste, donc la colonisation Maghreb, c'est d'abord une lutte entre nations. L'Algérie, voilà, avec Abdelkader, est déjà une nation, pas au sens occidental, mais tu vois, il y a une existence, une entité, et il y a une guerre entre les deux, et une guerre gagnée par la France et conquise. Donc il y a déjà un rapport différent, parce que c'est là où justement la conquête coloniale, impérialiste, qui arrive avec la Troisième République, et non pas avec la monarchie, est une conquête vraiment impérialiste. C'est les discours de Jules Ferry, c'est les débouchés, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est presque, pour eux, c'est presque il y a un rapport colonial impérialiste, c'est le même rapport presque que les Américains avec l'Ouest, quoi, tu vois. C'est considéré comme des territoires
déserté de civilisation avec des gens comme ça, etc. Mais c'est même pas une guerre, quoi. Alors que déjà, contre l'Algérie, ça vient d'une guerre. Donc t'as déjà un rapport à l'ennemi, etc. Parce que tu vois, c'est pas la département. Si je veux vraiment préciser ma question, j'ai l'impression, tu vois, il y a vraiment une différence en France entre l'islamophobie et la négrophobie, tu vois. La négrophobie qui va plus être comme un racisme comme les autres en France, alors que l'islamophobie, il y a, mais ça prend beaucoup plus de place dans les médias, c'est délirant, tu vois, comme truc, et c'est pour ça que tu l'as rapproché de l'antisémitisme, mais est-ce que ça doit trouver, j'imagine, ses fondements dans l'histoire de la France, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est très spécifique. Bah, la négrophobie, ça prend ses sources dans le rapport matériel à l'esclavage, etc. Donc le dépassement, même si c'est limité, mais de ce rapport matériel-là, de ce mode de production-là, dépasse complètement on va dire, enfin, il reste un rapport très, on va dire... Ah oui, tu veux dire, ouais, je vois, ça a été produit... De supériorité. Ouais. Il y a vraiment un rapport de supériorité raciste dans la négrophobie. Tu vois, c'est vraiment le suprémacisme blanc, c'est vraiment la logique extrême, de... Ouais. C'est ça, c'est vraiment la logique de on est supérieur, tu vois. Donc c'est très violent, c'est déshumanisant, voilà, c'est vraiment des rapports à la dignité, voilà. Le rapport, par exemple, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, c'est plus, tu sais, c'est des ennemis, tu vois. C'est eux ou nous, tu vois. Il y a ce rapport-là aussi. Oui. À l'islam. L'islam, c'est pas c'est aussi un rapport c'est aussi des guerres de civilisation qui commencent aux croisades ou même avant. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire de France est faite de les Arabes ont été repoussés à Poitiers. L'histoire occidentale, raciale, etc. Elle a aussi en tête que l'Europe est redevenue l'Europe quand en 1492, je sais plus, 1456, les Arabes ont disparu, ont quitté Grenade. Ouais, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi un rapport de l'Europe, l'Occident, la blanchité. Ça peut pas être les Arabes, tu vois. Et ça, il y a des vraiment fondements civilisationnels là-dessus. Et qui apparaissent même, qui précèdent le rapport entre les blancs et les noirs, parce que justement ça précède la guerre entre le monde chrétien et l'islam, précède l'esclavagisme et la normalisation de ça, le code noir, etc. Donc il y a des matrices différentes. Voilà. Il y a des matrices différentes. Merci 1492, il y en a qui confirment, c'est bien ça. Et donc, et effectivement, aujourd'hui, il y a des relents des deux. Mais tu vois, ça donne des préjugés racistes différents. On va dire, les racistes, ils vont dire le noir c'est quelqu'un d'idiot. Oui, tu vois, la carte des QI, c'est ça, tu vois. Tu vois, alors que l'arabe c'est un fourbe, tu vois. Donc déjà il est pas idiot, tu vois. Il est presque à notre niveau, mais on peut pas lui faire confiance, tu vois. Non mais on sent vraiment ça, c'est-à-dire que c'est ça la matrice raciste. Le fait, comme tu parlais d'esclavage, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire que l'esclave, on se bat pas contre lui, je veux dire, il est même pas à notre niveau. Et il y a vraiment ça dans la négrophobie, je trouve, c'est-à-dire de dire ouais, bah attendez, ils sont, il y a pas de guerre entre les blancs et les noirs. De toute façon, les noirs ils sont en dessous, quoi. C'est l'histoire de la déshumanisation. Il y a une déshumanisation, voilà. Alors que il y a pas l'histoire de la déshumanisation dans le rapport à la. Voilà, avec l'islam c'est différent, avec les musulmans c'est différent. À l'islam, aux musulmans, etc. Il y a pas ce rapport-là. Du coup, on en a plus peur aussi parce qu'on a ce côté plus. On leur avoue plus de puissance, quoi. On leur avoue d'être, de pouvoir nous rentrer dedans, de pouvoir trahir tout ça, ce qu'on n'a pas. Enfin, j'ai l'impression d'ailleurs, on le voit avec Macron là, avec tous les putschs tous les coups d'État en Afrique. Il y a ce rapport toujours très paternaliste. Le mec a l'impression d'être trahi et tout, que la France les aidait et tout, comme si c'était un bon père de famille et tout, alors que le mec exploite depuis des centaines d'années dans les pays, quoi. Exactement. Donc on est
après, il y a des croisements, hein, les racismes, ils se développent, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, après, j'allais dire, ils s'enrichissent entre eux. Non, ils s'enrichissent pas, Ouais, non, mais il y a de ça, parce que... Il y a des mutations entre eux, mais... On voit le côté un peu... l'islamophobie, si t'as une meuf qui arrive, qui est noire et catholique et qui porte une robe longue, elle va quand même on va quand même penser que c'est une abaya, parce que vu qu'elle est noire, elle est pas loin des Arabes, et puis voilà, tu vois, c'est sûr, hein. Et tu vois, l'abaya, bah, là, faut revenir c'est comme Médine, là, on a retrouvé effectivement les clivages idéologiques du rapport à la gauche. Alors, le rapport de droite, il est simple, hein. C'est le rapport racial et civilisationnel. Et c'est facile d'être de droite, tu vois, face à l'abaya, tu vois. Mais là, ils ont rien à foutre chez nous, tu vois. On interdit, et puis après, ça va être l'uniforme, etc. Là, on voit que le combat, il est à l'intérieur de la gauche. L'abaya, ça emmerde vraiment les gens ça nous emmerde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont chez nous, tu vois, et qui sont encore sur ces logiques de civilisation. Et là, c'est plus la nation dans la nation, sauf pour Lutte ouvrière qui compare l'abaya à l'uniforme nazi. Mais ça va être des pics. Non, mais on a passé un cap. Lutte ouvrière, c'est hallucinant parce que c'est des super militants. Je veux dire, il y a aucun souci. Mais je sais pas, sur les questions de laïcité, de racisme et tout, ils sont à la ramasse, quoi. Ils sont complètement à la ramasse. Mais parce que eux, si tu veux, ils sont pas dans la logique de... Là, ils sont dans l'autre partie de la gauche qui tape sur les musulmans, qui est la gauche athée. La gauche qui se sent supérieurement dépositaire du monde et de la vérité à cause de l'athéisme, grâce à l'athéisme, tu vois. Alors que en fait, les musulmans viennent pas leur contester. Les musulmans, dans la majorité des cas, viennent pas contester le rapport à la raison, tu vois. Ils veulent juste avoir leur foi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'être musulman, c'est vraiment être pris en sandwich, quoi. Et donc Hello exprime ça. On a vu Sophie Binet coincée là-dessus parce qu'elle est. Alors elle, c'est intéressant. J'aimerais qu'on finisse sur Hello et puis qu'on en parle après de Sophie Binet. Ouais. Mais Hello, il y a ça, il y a le PCF qui est comme ça, tu vois. Non, mais c'était intéressant parce que Hello, si tu veux, t'as le côté. Les gens, moi quand je l'ai mis en avant sur Twitter, en gros pour ceux qui n'ont pas vu, Hello fait un article où il dit abaya, uniforme, 2 embrigadements parallèles. Donc déjà bon, l'abaya et l'uniforme c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, l'uniforme, il y a vraiment un cadre légal et tout ce qu'on n'a pas l'abaya. Et ils illustrent ça par une photo des jeunesses hitlériennes avec un uniforme nazi. Donc t'es là, en gros ils disent abaya égale uniforme égale jeunesse hitlérienne nazie. Et puis il y a des gens qui me disent oui, mais dans l'article ils disent pas ça. Bah évidemment ils sont pas, enfin je veux dire, Lutte ouvrière va pas mettre les abayas c'est comme les uniformes nazis, mais ils disent abaya égale uniforme et puis après ils te mettent une photo, ils illustrent par les jeunesses hitlériennes, donc c'est quand même vachement moyen pour des gens qui sont cultivés, enfin. Déjà, l'article qu'il y a derrière, il fait, je sais pas combien de lignes, mais 3 lignes, il dit rien. Oui. Non mais tu vois, et vraiment quand tu dis 2 embrigadements parallèles, d'accord, à un moment donné, ou alors ils ont des problèmes de logique, mais ça sert à rien de se prendre pour des dialecticiens supérieurs si déjà t'es pas capable d'atteindre un niveau de logique antique, quoi. Donc quand tu dis c'est la même chose en termes d'embrigadement, ok, l'abaya et l'uniforme que veulent remettre les droitards, et que tu mets en photo l'uniforme de la jeunesse hitlérienne, bah ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux sont la même chose et que les deux peuvent se rapporter à la photo. Donc abaya ou uniforme on va dire dans les écoles publiques, c'est les jeunesses hitlériennes. C'est déjà à peine assez malin enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, déjà pour l'uniforme normal oui. C'est ce que je veux dire. J'aime bien dire que le SNU c'est les jeunesses hitlériennes, mais en fait c'est pas si vrai que ça. Je suis content que ça le soit pas, tu vois, pas encore. Donc voilà, et voilà. Après t'as l'abaya derrière, c'est encore plus catastrophique, quoi. Tu vois, c'est. Donc ouais, c'est ça. Et pour continuer sur la disaster class des partis, on met ça dans le chat, mais c'est vrai que le NPAC, donc le NPAC, le 3e NPA, qui est le plus grand nombre, c'est
Le NPA rincé. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non, le NPAC, c'est le plus basé. Le NPAC, c'est la branche révolutionnaire du NPA, en gros, qui avait fait une disaster class sur Medine. Ils avaient fait un article pareil où ils condamnaient Medine et tout. Et ça, encore une fois, ça montre aussi, je trouve, un rapport un peu moral, de moralisateur et tout, et choses, plutôt que de voir les dynamiques. C'est-à-dire, regardez ce que c'est Medine, regardez ce qu'il a fait, comment il a évolué. N'importe qui s'intéresse un peu à lui voit qu'il avait des trucs un peu plus problématique dans les années, il était confus quoi, dans les années 2012 là, quand il faisait M6 oral et tout, moitié M6 solar, moitié Soral, il y avait une volonté de réunion, mais voilà, ça restait confus. Aujourd'hui, il évolue de plus en plus, il tend la main sur les questions LGBT, sur les questions de classe, il est sur les piquets de grève, donc voilà, faut quand même s'intéresser à sa dynamique. Sa dynamique est évidemment bonne. Venir après faire le petit prof qui a un doctorat en marxisme et puis lui dire ah bah non mais en fait c'est pas bien, t'as fait une vanne et puis la vanne elle est pas passée, donc t'es un antisémite, c'est quand même assez moyen je trouve, et il faut vraiment que la gauche sorte de ça, sinon elle sera inaudible quoi. Ouais, complètement. Et puis après, tu te dis, mais quand tu vois un peu l'hégémonie culturelle dans les médias, à qui tu veux plaire en disant ouais, mais non, j'accepte Medine, mais attention, je lutte contre l'antisémitisme. Mais à qui tu veux plaire, quoi? Si c'est tes militants, mais tes militants, ils sont quand même assez... J'espère ils sont assez formés pour comprendre ce que tu veux dire. Tu peux justement... C'est ça que tu voudrais expliquer, que justement les situations concrètes, matérielles, le travail de militants, ça sert aussi à ça, à faire sortir des gens de la confusion, sortir des gens du complotisme, d'arriver vers des visions beaucoup plus matérialistes et beaucoup moins idéalistes et beaucoup moins avec un rapport aux individus et à leur complot. Voilà. Donc, devrais rappeler ça, tu vois. De rappeler ce que c'est même l'organisation de ton appareil, tu vois. À qui tu veux faire plaisir en jouant de la gauche morale, tu vois, aux médias. Mais les médias, ils sont déjà tous dans une logique réactionnaire. Et les pires, c'est ceux qui ont l'impression de pas l'être, tu vois. Les mecs qui te disent tiens, bon, on va faire un reportage pour montrer qu'il y a des flics qui surveillent les abayas à la rentrée scolaire. Mais les gars, ça va, ça se passe bien dans votre tête. Vous faites des reportages comme ça en disant nous on montre la réalité. Mais c'est une catastrophe quoi. C'est une catastrophe. Donc tu te dis mais il y a rien à gagner à faire ça. Parce que de toute façon tu donnes des gages à des gens qui sont là pour te buter, clairement. C'est quand le PCF va dire ah mais nous regardez on est le parti de gauche préféré des Français dans un sondage IFOP. Ah oui, le parti de gauche préféré par ceux qui voteront jamais à gauche, tu vois. Ah, pas jamais, parce que en l'occurrence, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça peut se transformer. Mais là, à l'instant T, la photo, c'est les gens qui votent pas à gauche, ils aiment bien Roussel. Bah, ça te fait une belle jambe. Tu sais, s'il y a un vote demain, les gars, ils vont dire, ah, il est bien Roussel, hein, mais j'ai quand même mis un bulletin Marine, tu vois. Donc c'est une bonne idée, tu vois. Ça, à la fin, les mecs oublient de dire, mais tu vois, il faudrait leur rappeler aux gens. Quand vous félicitez de ces sondages-là, souvenir, vous étiez déjà le préféré des Français quand vous faisiez 2%. Vous voyez, c'est pas la même chose. Quand vous êtes préféré de tous les Français, bah vous êtes aussi préféré de ceux qui sont à l'extrême droite et qui, eux, finiront par voter à l'extrême droite. Et ben la même chose pour cette gauche morale-là qui vient... Tu te dis à qui elle donne des gages, pourquoi elle fait ça, et c'est souvent... Il y en a pour qui c'est... Enfin, c'est pas clair, mais il y en a pour qui c'est vraiment stratégique, et ceux-là, enfin, faut les combattre, à mon sens. Puis il y en a d'autres, bah ouais, qui finalement restent qui sont sortis de la bataille, quoi. Qui sont sortis de la bataille et qui dit, je me mouille pas, quoi. Mais la position. Ni islamophobie. Ouais, la position intéressante, ce que tu en avais parlé tout à l'heure, c'est celle de Sophie Binet, je trouve, parce que Sophie Binet, on a vu, alors je sais pas s'il était pris de court ou pas, mais ça me paraît bizarre parce que c'était évident qu'elle serait interviewée sur les abayas. Elle arrive. Et on lui pose la question des abayas, et elle dit oui, bah de toute façon moi, voilà, nous à la CGT, on dit que à l'école les signes religieux sont interdits depuis 2004, et du coup, l'abaya c'est un signe religieux, donc c'est interdit. Donc elle dit ça, on voit déjà qu'elle est pas sûre, qu'elle a essayé de minimiser, parce que je pense qu'elle sait que à l'intérieur de la CGT c'est quand même très grand, la CGT, bah voilà, il y a des dissensions par rapport à ce truc-là.
Et elle revient 3 jours plus tard et elle dit non, mais l'abaya, on sait pas si c'est un signe religieux. En tout cas, le conseil du culte musulman dit que c'est pas un signe religieux. On voit qu'elle a évolué sur cette chose. Alors peut-être qu'ils en ont reparlé au sein de la CGT, sûrement. Mais voilà, c'est marrant de voir à quel point cette question, une question que je trouve pas si compliquée que ça, à gauche, est traitée de manière un peu fragile, parce qu'on est sur la point de rupture entre la gauche un peu laïcarde à l'ancienne, qui est un peu idéaliste sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'elle voit ah ouais, l'abaya c'est peut-être lié aux religions, nous on n'aime pas les religions, machin, donc on condamne, et puis la gauche qui a un petit peu plus de compréhension, je pense, de ces enjeux-là et de la manière dont on doit se positionner par rapport à des gens qui, sous prétexte de combattre les religions, et c'est en fait de combattre les Arabes, hein, en gros c'est ça, et qui tombent pas dans ces pièges-là, quoi. Et donc j'étais content de voir ce film qui combattent l'islam et qui combattent les musulmans aussi, hein, qui combattent les Arabes. Exactement, qui pensent qui valident les théories d'extrême droite, de grand remplacement, et d'incompatibilité de l'islam et avec soi-disant la République, la France, je sais pas quoi, enfin dans leur délire, quoi, tu vois. Donc et c'est un peu tu sais, quand on dit quand on veut buter son chien, on dit qu'il a la rage, tu vois. Mais en fait, tu dis maintenant, quand tu veux interdire une pratique, tu dis que c'est un signe religieux, tu vois. Demain, si tu dis le serre-tête c'est religieux, bah hop, tu peux l'interdire, tu vois. C'est l'inverse, tu vois. En plus, si tu dis ça, tu vois, les serre-têtes ou je sais pas trop quoi tu prends, enfin je sais pas si les serre-têtes c'est le meilleur truc, mais tu prends des choses qui sont plutôt portées par des gamines de famille catho, je sais pas, les colliers de perles blancs machin, qui font petites gamines catho, et tu dis ah ouais, en fait c'est un signe religieux, et tu dis bah regardez, il y a que des cathos qu'en portent, donc ça veut dire que c'est ridicule en fait. Bah ça peut être culturel un peu chez certaines populations, par exemple l'abaya c'est plus porté par des gens qui sont issus de l'immigration nord-africaine ou africaine, par exemple. C'est pas pour autant que c'est quelque chose de musulman, enfin c'est complètement débile. À ce moment-là, t'interdis toute la culture, t'interdis le couscous même, tu vas interdire le mafé. Enfin, ouais, le mafé, bah c'est sûrement plus mangé par des noirs, le mafé. Bah oui, mais c'est pas pour autant que c'est un truc à un moment donné, religieux. À un moment donné, tu peux. Mais t'imagines où tu peux aller. Tu peux aller très très loin. Bah bien sûr. Par exemple, faire le ramadan, c'est quand même sûrement plus religieux que l'abaya, on est d'accord. Donc tu vas dire quoi? Le gars, ostensiblement, on l'a pas vu boire pendant la journée. On va le forcer à boire et à manger parce que c'est un comportement ostentatoire d'islamité ou du fait d'être musulman. Tu vois, mais on va en arriver là. Et tu te dis, mais à quel moment, en fait, si vous voulez être dans vos délires, à quel moment vous considérez que porter un vêtement de manière passive, c'est plus ostentatoire que ne pas manger pendant la période de Ramadan, tu vois. Mais moi, j'ai très peur. Je me dis, demain, ils vont arriver à forcer des gens à manger en disant, bah ouais, mais des gens qui mangent pas, c'est ostentatoire. Et c'est ostentatoire que c'est religieux. Donc, si on veut mettre tout le monde pareil, faudrait qu'il mange. Donc, on va l'attacher à une chaise et on va lui fourrer des rillettes dans la bouche. Non, mais, tu vois, donc, tu vois, un mec qui dit ah bah non, il y a du porc, j'en prends pas, c'est ostentatoire. Mais on est où là, tu vois? On est où? Donc l'abaya, on passe des caps petit à petit, tu vois. On va vraiment vers cette guerre des civilisations, cette guerre culturelle, cette guerre racialo-culturelle que veut l'extrême droite pour continuer d'avoir l'hégémonie sur la société et la renforcer et l'étendre. Et là-dessus, la gauche, elle est encore piégée, quoi. Mais il y a des sorties. Il y a des sorties. Ouais, il y a eu 87 meufs qui ont été refusées pour port d'abaya. Enfin, 87 sur toute la rentrée. Je sais pas combien il y a de millions de gamins qui font la rentrée des classes, mais c'est délirant d'en faire un truc national, tu vois. Ça représente rien, en fait. Mais c'est rien. Et en plus, tu vois, à la fin, tu te dis, mais il s'est rien passé. Tu vois. En plus, souvent, c'est des jeunes filles, qui préfèrent, qui sont plus à l'aise comme ça et qui demain mettront des jogging ou enfin, on s'en tape, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu de sortie à gauche progressiste. Moi, je vais te dire clairement, je suis pour donner la liberté de conscience
à considérer la liberté de conscience à 15 ans ou à 16 ans, l'inscrire dans la Constitution, tu vois, et à partir de là, la loi sur les abayas, la loi de 2004, etc., elle disparaît, tu viens comme tu veux, parce que tu considères que t'as une liberté de conscience, et tu fais le lien entre justement la volonté d'une génération des gens qui ne sont ni qui sont un syncrétisme entre le libéralisme, on va dire l'émancipation individuelle, et puis un rapport à l'univers personnel, quoi. En plus, c'est délirant. Genre, à 15 ans et 3 mois, une adolescente, elle peut avoir un rapport sexuel avec son copain, donc elle peut consentir à ça. Par contre, elle peut pas choisir de porter une abaya. Elle peut pas choisir de porter une abaya, tu vois. C'est complètement con comme truc, tu vois. Comme si c'était plus important comme choix, tu vois. Enfin, c'est une catastrophe, quoi, tu vois. Donc la loi de 2004, tout ça, c'est la loi de 2004, l'abaya, tout ça, ça dégage, quoi. Ça n'a rien à faire dans le camp progressiste. Non, mais c'est des lois racistes, parce qu'en plus ça a eu aucun intérêt, ça a même empiré. Je l'avais montré dans ma vidéo sur le lapin du futur et le voile. Ça a même fait l'effet inverse en plus, parce que du coup ça donne ça donne un sentiment d'exclusion de la société, donc forcément ça fait monter un peu le communautarisme, le sentiment religieux, tout ça. Donc même quelqu'un qui te dit oui, moi je lutte contre la religion, si tu luttes contre la religion, t'es pas censé vouloir interdire aux gens ça. Bien sûr, la meuf qui te dit faut pas que tu mettes l'abaya, après t'as eu des TikToks sur comment mettre une abaya. Il y a des gens qui ont dû en mettre alors qu'elles en voulaient même pas en mettre, qu'elles s'en foutaient de base, tu vois. C'est normal. Quand t'es ado, en plus, l'adolescence, c'est une période où tu t'opposes aux règles et à tes parents, c'est normal de tester la loi quand t'es adolescent, ça fait partie du processus, tu vois. Donc ça, c'est vraiment débile. C'était comme pareil, ils avaient fait l'inverse, c'est-à-dire c'est complètement con avec les crop tops l'année d'avant. On disait le crop top s'interdit. Donc en fait, faut pas s'habiller trop court, pas trop long. C'est délirant. Et tu vois bien une petite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois bien une petite bourgeoisie qui est en train de paniquer devant un monde qu'elle ne maîtrise plus. Donc elle fait la surenchère dans la violence, dans la règle, dans le formalisme, dans la domination, parce que elle est débordée. C'est le même rapport que des parents qui sont incapables de réagir avec des enfants qui n'ont plus la docilité ou voilà, on est dans ce rapport-là. C'est pas une psychologisation, hein. Là, c'est vraiment de la sociologie. Et d'ailleurs, on a tendance à croire que les rapports parents-enfants sont des rapports psychologiques. Non, ce sont d'abord des rapports sociologiques. Et on est sur la même logique, et surtout dans le monde scolaire. Donc on est dans le mode, voilà, on est dans un monde petit bourgeois intellectuel, encore majoritairement blanc, encore avec une certaine vision du monde, et qui ne comprend pas, clairement, hello, on parlait de profs, etc., c'est des gens qui ne comprennent pas qu'on peut croire en Dieu. Ouais. La majorité, c'est, voilà, ils sont forts. Ils ne comprennent pas ça. Et ils pensent que c'est une aliénation. Que c'est une aliénation en soi, toujours, à tout moment. C'est une catastrophe intellectuelle, matérialiste. Alors que eux, ils sont capables d'être spinozistes, ils trouvent pas de contradiction, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ils sont spinozistes en se disant non, mais c'est pas grave, le spinozisme est un athéisme alors qu'il parle de Dieu non-stop dans l'éthique. Donc ouais, on voit bien un mouvement de conflit et de. Et on va dire, c'est vraiment ça de réaction. C'est vraiment ça la réaction. Je pense qu'il y a une. C'est pour ça des fois je suis peut-être un peu optimiste. Il y a une espèce de révolution longue, lente, tu vois, des transformations de la France. Et puis t'as des petits blancs misogynes, etc., qui s'organisent pour résister à ça. Mais en fait, quand tu analyses clairement les matérialités, quelles sont ces classes-là? Quelles sont leurs générations, quel âge ils ont, quelle position ils ont, tu comprends qu'ils sont sur la reculade. Ils sont plutôt vieux, donc ils vont disparaître. Ils vont se faire grand remplacer. Ils vont se faire grand décimer de toute façon. Enfin, je veux dire, oui, ils vont se faire grand. Mais c'est rigolo parce que oui, ils vont se faire grand remplacer. Ils vont devenir morts et ils vont être remplacés par des vivants qui vont pas leur ressembler. C'est ça qui leur pose problème dans le fond. Ils vont mourir.
et des vivants qui ne sont pas à leurs mains, à leur image, etc., vont être la France. Tu vois leur délire. Zemmour, il capitalise là-dessus. La France va mourir. Non, il n'y a que toi qui va mourir, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, la fausse conscience de la petite bourgeoisie qui, parce qu'elle a encore le confort matériel, arrive à politiser, et puis elle a le temps pour ça, politiser, universaliser, idéaliser, esthétiser ses angoisses, tu vois. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Le fascisme, il naît à partir de classes intermédiaires en crise ou de classes ouvrières en crise. Il est à la jonction de la classe paysanne, de la petite bourgeoisie en crise et on va dire de l'aristocratie ouvrière qui subit la première crise, voilà. Et donc cette crise existentielle matérielle se transforme et s'incarne dans un débouché de crise civilisationnelle. Voilà. Et le problème que nous on a à gauche, il faut que on arrive à faire de cette fausse conscience civilisationnelle, raciste, mystique, idéalisante, on va dire un délire, face à quelque chose de plus réaliste, progressiste, et de faire en sorte que face à cette même angoisse matérielle, les classes se projettent vers une transformation de la société, vers une praxis, vers une action sur le monde, et non pas vers une mystique, etc. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit, ouais, il faut vraiment montrer que en fait, la vision d'extrême droite, c'est un délire, et ça me fait penser un peu à ce qui a été fait par rapport au complotisme, tu vois, genre comment est-ce que le complotisme a été dépassé en montrant que les mecs étaient en train de délirer. C'est-à-dire qu'il y a on parlait de Médine il y a 10 ans, les trucs où t'avais c'est pas que des trucs complotistes, mais il y avait des trucs quand même pas clairs chez Soral, chez d'autres et tout, qui étaient bancals, mais les gens y croyaient, ils voyaient un potentiel débouché. Et aujourd'hui, ces gens-là, toute la vieille dissidence, elle a soit switché, soit quand elle est restée sur ses positions, elle est devenue un peu ridicule, et maintenant, Soral, c'est devenu un mème, tout le monde se marre et tout, parce qu'en fait, le mec, on voit que ça tient pas, et on a l'impression qu'il est en train de délirer, quoi. Et l'objectif, et on en revient à notre premier sujet, qui était le sujet de la guerre d'opposition sur YouTube, tout ça, l'objectif, c'est que quand quelqu'un, dans 5 ans, dans 10 ans, va commencer à tenir les mêmes propos qu'un Rochdy, les mêmes propos qu'un Zemmour et tout le monde se fout de sa gueule en se disant ouais c'est marrant ton truc, mec, tu vois, c'est marrant, mais en fait c'est complètement délirant, et ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a une bataille, moi, que j'essaie de mener aussi, qui est au sein de la zététique, c'est-à-dire que la zététique, c'est pour l'instant des gens qui, de manière générale, sont très positivistes. Ils pensent que par rapport à la politique, il faut être neutre. Alors j'ai vu d'ailleurs que la tronche en biais, ils évoluent bien par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'en fait non, on n'est pas neutre face à l'extrême droite, on n'est pas voilà, donc ça c'est pas mal, mais il y en a plein qui restent là, on essaie d'être neutre, on essaie d'être neutre. Et faut leur montrer que les autres, ils sont en train de délirer, et que s'ils veulent être réellement, comme ils le disent, dans la rationalité, s'ils veulent continuer à être logiques, ils vont devoir aller de notre côté, parce que c'est de notre côté qui n'est pas en train de délirer, quoi. C'est notre côté qui est en train de faire un projet d'adéquation entre le réel et le rationnel, quoi, entre ce qu'on est en train de penser et la réalité des choses, quoi. Et ça, c'est là où justement c'est le projet, quoi. C'est là où justement c'est ça l'analyse de le rapport entre la situation matérielle, l'analyse matérialiste, et la conscience réelle, etc. Tout n'est pas que pure idéologie, aliénation et arbitraire, et tout n'est pas non plus que il y a tu vois ce que je veux dire, faux ou vrai dualisme. Non. En fonction de ta position et de la situation concrète que tu subis, il y a plusieurs possibilités de résoudre la crise. De résoudre les crises au niveau de la classe. Et là-dessus, il y a une échelle quasiment infinie. Il y a peut-être des projets progressistes qui sont tellement complexes, etc., qui sont, tu vois ce que je veux dire, inatteignables, tu vois. Mais il y a des projets plus réactionnaires et d'autres plus progressistes. Et ce que doit faire le camp progressiste, le camp de gauche,
c'est de faire en sorte qu'effectivement, face à la contradiction, reprenons des périodes un peu chaudes, un peu clés, face à la contradiction du capitalisme et au chaos auquel il mène dans les années 30, il y avait 2 sorties de crise révolutionnaires. Une révolution réactionnaire qui était le fascisme et le communisme. Et c'est l'affrontement des 2 qui crée la situation concrète. À la fin, les 2 échouent. Et la guerre, tout ça, fait que de toute façon, les 2 avaient en elles des solutions de sortie de crise à partir de la planification, à partir de... Voilà, et le capitalisme post-45 a repris de ça parce que justement il ne pouvait plus vivre comme il vivait avant dans ces contradictions libérales totales. Donc le camp progressiste, il doit faire en sorte, et surtout vis-à-vis des classes qui devront supporter la nouvelle société, quoi, ou la société de dépassement, il se doit de maximiser leur conscience possible et donc de maximiser les sorties progressistes. Et donc, quand on analyse matériellement la situation concrète, qu'on comprend les transformations générationnelles, de rapport à la race, de rapport au genre, de rapport à la religion, etc. Aujourd'hui, le projet progressiste, effectivement, qui doit être antisexiste, anti-hétéropatriarcal, anticapitaliste, qui doit être planificateur, qui doit prendre en considération l'écologie, parce que ces crises-là sont vécues, et on va dire le sujet révolutionnaire qui est capable justement de résoudre la crise, il porte ça en lui. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance et faire en sorte que oui, le projet progressiste apparaisse comme plus performant que le projet réactionnaire, pour des classes qui sont entre les 2. Voilà. Et souvent, on confond. C'est parce qu'on... des fois, on a tendance à vouloir... l'idéaliste, il va dire, c'est parce qu'on a un discours sur le monde qu'on maîtrise le monde. Ou le matérialiste, il va dire, non, en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit. Voilà. Ça, c'est un peu Non, en fait, c'est un rapport toujours où dire la réalité du monde, c'est déjà avoir une praxis sur le monde en tant que classe, et la maximisation, l'extension de cette réalité, on va dire, coincée dans un problème, coincée dans une crise, coincée entre d'autres classes, c'est cette volonté de maximisation, d'extension qui permet la transformation sociale. Le projet du prolétariat, c'est justement la compréhension du capitalisme, la compréhension des contradictions du capitalisme et de l'exploitation, et donc la maximisation d'une société productive, donc son rapport à la réalité, étendu à toute la société, c'est-à-dire continuer de transformer le monde, mais sans subir l'exploitation et sans avoir la dissymétrie consommation. Donc le projet progressiste, il doit aller chercher ça. Et est-ce qu'on va chercher... C'est pour ça que... T'as fini ou pas ? Vas-y. Je voulais te demander si est-ce qu'on va chercher ça avec Ségolène Royal du coup ? Ah là je vais dire l'inverse. Est-ce que Ségolène Royal empêche d'aller chercher ça ? En vrai, ça me paraît être un sujet, un non-sujet, mais en fait, c'en est un. Ouais, c'est un sujet intéressant parce que là, j'ai vu. C'est un sujet intéressant. Je veux juste peut-être commencer par ça parce que je trouve que c'est une bonne mise en pratique. Vas-y. J'ai vu un tweet de Tanguy Lacroix où il dit on s'est battu pour contre le PS pendant des années et tout ça pour qu'on nous ressorte Ségolène Royal. Et je pense qu'il y a beaucoup de militants qui pensent ça et je trouvais que c'était assez faux moi. Parce que j'ai l'impression, moi, que Ségolène Royal, si elle a été déterrée par la FI et par Mélenchon, c'est justement pour empêcher le retour dans le game du PS dont on veut plus.
Et ça, je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là, c'est-à-dire que en fait, on les bloque parce qu'on ramène une espèce de vieille bourge. On est dans une élection de bourge, et les gens qui ont peur de voter FI vont peut-être voter Ségolène Royal, et les gens qui voteront FI voteront quand même Ségolène Royal, et donc du coup, on baise en fait le PS, et c'est pas du tout une renaissance du PS, quoi. Ben on va appliquer la grille qu'on a appliquée depuis le début à Ségolène Royal. Ségolène Royal aussi peut évoluer avec la situation concrète et les modifications matérielles. Ça, je pense qu'elle est là où il y a à bouffer. C'est pas. Considérer que Tanguy Lacroix, je suis sûr que c'est le premier qui va dire c'est pas parce que t'as été rouge-brun ou soralien il y a 3 ans que tu peux pas évoluer et qu'il faut enfin tu vois ce que je veux dire, voilà, on parle de Ségolène Royal, mais c'est vrai qu'elle a été basée depuis quelques temps, hein, on l'avait vu sur la guerre en Ukraine, elle n'était pas ridicule sur les mouvements des retraites et tout, elle avait une position un peu iconoclaste. Donc Ségolène Royal, c'est pas une classe sociale en soi. Ségolène Royal, c'est pas une position matérielle. Ségolène Royal, c'est un individu comme n'importe qui. Elle est prise dans les contradictions et la situation concrète. Faire croire que parce que t'as été socialiste toute ta vie, tu vas PS libéral toute ta vie, tu ne peux pas te radicaliser, ou l'inverse. Parce que tu avais des propos ultra... on peut se méfier à l'inverse. Parce que tu avais des propos ultra radicaux quand tu voulais te faire élire. Non, mais voilà, et que tu... on va le mettre au pouvoir parce que tu as vu en 68 ce qu'il disait, du coup c'est bien. Bah non, c'est des gens qui sont pris dans une situation concrète. On va demander à Tanguy s'il a envie de mettre Cohn-Bendit au pouvoir, étant donné que c'est un grand révolutionnaire. Donc la question c'est une fois que tu as compris ça, tu te dis bon, en fait, moi je m'en fous en fait. Je m'en fous de savoir si elle croit à Mélenchon, elle est là pour la tactique ou quoi. Une personne ne pèse pas assez. Si vous considérez que tout le travail de Mélenchon, de la FI qui a été fait va disparaître juste parce qu'on met Ségolène Royal dedans, c'est pas une analyse matérialiste. Donc par contre, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça va servir. Effectivement, il y a une stratégie, c'est la stratégie de s'il n'y a pas de liste du PS, il y aura une liste des unitaires. Et donc ça veut dire une liste des unitaires, c'est sûr, s'il n'y a que des gens de France Insoumise dans la liste des unitaires, ça va pas faire très unitaire. Donc il faut des gens, on va dire, extra France Insoumise. Ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, ça va être de voir les conditions. L'intérêt de faire venir Ségolène Royal, quand on voit le programme d'Europe Écologie, son rapport qu'on a décrit plus haut, il y a plus de chances que le programme radical de la FI pèse avec une alliance Europe Écologique que en intégrant que Royal toute seule. Royal, elle va demander une place et elle n'a pas besoin de peser sur le programme, contrairement à Europe Écologie qui veut pas forcément draguer les mêmes classes sociales et les mêmes sujets collectifs. Donc si les gens commencent à dire parce qu'il y a Ségolène Royal avec l'intégralité de la FI et son programme, c'est plus risqué que de faire une alliance avec les libéraux du PS, NUPES, ou de faire une alliance avec Europe Écologie, c'est déjà une contradiction. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être beaucoup plus de potentiel de radicalité en faisant une liste, en revenant sur, on va dire, l'aile gauche de la NUPES, qui est la FI, son programme et en intégrant une Ségolène Royal qui, elle, justement, et là c'est peut-être le coup stratégique, on verra qui c'est qu'il y aura d'autres, pourra justement dépasser pour une... Qu'est-ce qu'on a dit avant ? Les classes intermédiaires qui ont beaucoup de moralisme, beaucoup de rapport à la politique, faut bien se tenir, machin, etc. Enfin, les classes populaires aussi, mais c'est d'autres façons de maintien, etc. Là, c'est peut-être intéressant justement de pas mettre un Mélenchon où on va dire des gens trop marqués LFI, etc. Justement parce qu'on sait très bien que c'est ces classes-là qui vont voter le plus aux européennes et qui justement ne se poseraient pas la question si c'était un
un Mélenchon ou un Bompard tête de liste entre ça et Europe Écologie, et qui se poseront un peu plus la question entre Europe Écologie et une liste l'avenir en commun avec Ségolène Royal et je sais pas d'autres gens là-dessus. Donc ça c'est intéressant parce qu'en finalement il y a moyen de se dire qui va maximiser les chances de faire des points et de maintenir le programme de gauche, le programme le plus à gauche, le plus radical dans l'espace de la social-démocratie. Toujours pareil, on parle pas des potentiels révolutionnaires et des partis révolutionnaires, c'est un autre sujet. Pour en parler, là on parle vraiment que... Il n'y a pas que ça, c'est pour ça qu'on pourra faire un autre sujet sur comment on transforme le monde. Faire croire qu'on transformera le monde qu'avec les élections, c'est bidon, mais voilà, là on parle de ce champ-là. Donc là, effectivement, la logique de unitaire avec l'avenir en commun et Ségolène Royal est peut-être plus efficace pour maintenir la radicalité dans l'espace de gauche, dans l'espace NUPES ou dans ce qu'il en restera, que de vouloir tout concéder à Europe Écologie et à sa volonté de draguer les classes intermédiaires un peu plus privilégiées. Voilà. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Après, là-dedans, on va voir aussi la stratégie du PCF. On va voir à quel point ils essaient d'aller draguer, je sais pas, sur les terrains du centre-gauche. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire parce qu'on croirait au final qu'ils essaient de draguer... le même terrain politique mais pas les mêmes individualités derrière, c'est-à-dire que eux ils disent qu'ils veulent draguer de l'ouvrier qui vote RN mais ils vont se concentrer quand même sur des débats qui sont souvent des débats un peu idéologiques, c'est comme ça qu'ils se différencie de la bourgeoisie libérale, là, enfin, je dis libérale, Rousseau est pas forcément très libéral, mais de cette bourgeoisie. Et par exemple, il y avait l'affaire de la viande, après il y a eu l'affaire, là il y a les abayas, où Roussel est contre, il y avait Médine, il y avait toutes ces affaires-là qui sont des affaires idéologiques, qui sont des affaires beaucoup plus idéologiques que la question économique ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais alors, on va voir comment il débouche cette truc. Ce que je veux dire, c'est que je voulais pointer le fait qu'il y a je trouve une contradiction dans le fait de vouloir draguer sur le plan de la classe. Ils disent ouais, nous on va chercher la classe des ouvriers en parlant que de débats idéologiques qui souvent sont des débats qui plaisent plus, qui importent plus à des gens qui n'ont pas des conditions matérielles directement très 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 pressantes et qui sont des petits bourgeois ou qui sont des classes intermédiaires ou des profs, des gens comme ça, quoi. Je veux dire, le type qui est à 100 balles près à la fin du mois, c'est pas le gars que tu dragues sur la question, je sais pas, de la viande ou de la baya, tu vois, ou des véganes ou je sais pas quoi, tu vois. C'est moins, on va dire, ce public-là qui est visé que le public de profs pour qui c'est très important, que le public de petits bourgeois, quoi. Ouais, complètement d'accord. C'est là où ils disent 6%, ils disent qu'ils vont faire 6%. Moi, je veux les voir, c'est peut-être vrai, peut-être qu'ils vont réussir à prendre des gens, mais je suis pas sûr qu'ils feront 6% avec cette stratégie-là. Encore, c'est possible parce que les élections européennes sont un peu plus votées par les classes qui sont visées par les débats idéologiques. Il y a un truc, et je crois que Marksovitch dit dans le chat, est-ce que c'est différent de s'allier à Cazeneuve que de s'allier à Ségolène Royal? Il faut comparer. C'est parce qu'il y a derrière. C'est exactement ça. Si Ségolène Royal revient en tant que Ségolène Royal et pas avec un mouvement derrière elle et un programme, elle vient juste défendre l'avenir en commun. Ah oui, ce qui est pareil, c'est que c'est Cazeneuve qui disent moi je viens rejoindre l'équipe de Roussel avec le programme du Parti communiste. Bah oui, ça c'est pareil. Donc s'il fait ça, Cazeneuve, ok, il se gauchise à mort, il n'y a pas de problème. Mais Cazeneuve, on sait très bien que Cazeneuve, il fait pas ça. Il est déjà en train de monter un mouvement à l'aile droite du PS, etc. Et que l'inclure, c'est forcément de l'inclure dans un dispositif programmatique. Ce qui me semble pas le cas de Ségolène Royal. Après, on verra. Si on voit qu'effectivement, elle a un dispositif programmatique, une équipe, un groupuscule qui s'appelle Désir d'avenir en commun, qui pèse et qui droitise ramène Valls dans les valises. Voilà, voilà. Bah oui, là on dira, c'est une faute catastrophique de la FI. Mais comme nous on avait dit sur Position, on tape sur Roussel, comme on avait dit sur Position, que c'était une catastrophe
quand Clémentine Autain, elle a organisé un débat avec Cazeneuve dans Regard, en disant les gauches qui ne se parlent plus. Remettre ce gars-là dans l'espace gauche, c'est une faute. Voilà. Donc, et pas en tant que Bernard Cazeneuve. Pas en tant que Bernard Cazeneuve. En tant que quelqu'un qui a des ambitions politiques et qui a un programme derrière lui. Les classes dont on parlait, les Enthoven, les machins, etc., c'est leur idéologie, c'est leur cheval. Moi, j'ai pas l'impression que Ségolène Royal, aujourd'hui, elle soit en conformité avec les classes réactionnaires intermédiaires en crise dont on a parlé. Juste de finir là-dessus, c'est là où il y a un faux sujet, c'est le sujet de la diversion. Ce n'est pas une diversion, le racisme, l'abaya, etc. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet préféré des classes intermédiaires en crise dont on a parlé avant. C'est leur sujet préféré. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas en crise matérielle encore. Elles ne sont pas en crise matérielle, elles sont entourées de classes qui sont en crise matérielle et elles veulent les remettre au pas avec via ces sujets-là. Et puis ça légitime leur domination. Voilà, oubliez votre condition matérielle, etc. Taper sur les Arabes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce n'est pas une diversion de leur part. Et diversion, ça voudrait dire que les gens, déjà en plus, comprennent tous les trucs, ils choisissent Alors le vrai, ça voudrait qu'ils ont une analyse hyper fine de la situation concrète. La bourgeoisie, ils savent que tac, la crise est là, que tel sujet collectif aimerait qu'on parle de ça, mais on va pas lui en parler, on va faire ça. Non, ça se passe pas comme ça. Le monde petit bourgeois, les classes intellectuelles, etc., sont les plus aliénés par la situation et par la crise. Elles font ça de bonne foi. Elles font ça et c'est pour ça qu'elles sont si bien coordonnées, qu'elles sont si cohérentes, parce qu'elles font ça en croyant que c'est ce qu'il y a à faire. C'est presque en fait l'inverse d'une diversion, parce que justement la diversion, c'est changer de sujet pour cacher un sujet. Alors que là, ils veulent pas cacher un sujet, ils veulent mettre le sujet du racisme sur la table. C'est l'inverse en fait. Et ils veulent le mettre et ils veulent considérer, de dire ok, c'est de dire ok, c'est chiant de pas bouffer à la fin du mois, mais c'est moins pire que de se faire envahir par les Arabes. Tu vois, c'est ça l'idée. Et Zemmour l'a dit clairement. Il a dit non mais je me rappelle plus ce qu'il avait dit, un truc vraiment. Non mais on s'en fout de savoir s'il y aura une retraite dans 30 ans, ça se trouve il y aura plus de France. Tu vois, vraiment c'est ouais, bien sûr. Tu vois, c'est et clairement mais en fait, si tu veux, genre si on veut donner un point quand même, ça fait diversion, mais au second degré. Et la thèse de la diversion, c'est une thèse complotiste. C'est penser que les mecs, ils veulent mettre un sujet sous la table, ils font diversion, t'inquiète, c'est hyper compris. La réalité, c'est que non, ils veulent montrer ce sujet-là, et du coup, bah oui, on débat de sujets dont on aimerait bien ne pas avoir à débattre, tu vois, mais et en plus, la diversion au second degré, quoi. La diversion, c'est, tu vois, quand tu fais une diversion, c'est tu fais semblant de. Tu fais une diversion. Oui, là, ils font pas semblant de. Oui, c'est. Tu vois, quand tu fais une diversion on parlait de guerre militaire, quand tu fais, je sais pas, c'est ça, je crois que les gens regardaient sur Wikipédia en même temps. Il y avait l'opération. Bref, je sais plus. Enfin, à un moment donné, les Américains ont fait semblant de débarquer au nord, dans le Pas-de-Calais. Alors, ils avaient mis je sais pas si t'es au courant de ça, pas du ring. Ils avaient mis des chars gonflables. Oui. Tu vois, ils avaient tout un dispositif. Bah oui, bah tu vois bien, une diversion, c'est tu fais semblant d'être là, tu fais semblant de faire la guerre là, pour la faire réellement ailleurs. Alors que non, eux, ils mettent réellement des dispositifs et des violences sur des gens, quoi. Tu vois, c'est pas une diversion. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Vous avez écrit un article d'ailleurs là-dessus sur Position qui s'appelait Unir les leurs, briser les nôtres, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, carrément. Donc, ouais, bah, je sais pas si. Ouais, on avait un dernier sujet, je crois que c'était la baisse tendancielle du taux de profit. Je sais pas ce que ça vient mettre là. Non, mais il faudrait qu'on en discute plus largement. Mais je vois ça dans le sommaire. Le truc gros cerveau là, après 2h30 de débat, la baisse tendancielle du taux de profit. N'importe quoi. Mais non, mais pour finir sur la gauche et les européennes, ouais. Donc ce qu'on voit, c'est que la Nupes, elle risque sûrement d'éclater. Il y a encore de l'espace, hein, parce que
si tu veux mon avis et mon pronostic, moi je pronostique que la FI, peu importe le dispositif, sera devant les Verts. Je pense que la crise est trop avancée. Alors on va peut-être arriver à la baisse tendancielle du taux de profit, mais la crise est trop avancée. Les gens sont trop conscients des vraies crises matérielles à cause de l'inflation, le chômage, et puis même les petits bourgeois commencent à comprendre que ils trouvent plus de personnel pour travailler dans les usines, etc. Enfin, la retraite, tout le dispositif Macron. L'écologie aussi est tellement avancée comme sujet qu'il ne peut plus être abordé que sous l'angle de l'écologie, que sous une spécificité de vote. Et c'est pour ça qu'en fait, il y avait une espèce de survote écologique quand la crise écologique quand c'était une espèce de conscience, on va dire, conscience avancée de classe intermédiaire, plutôt confortable, de penser à la planète. Tu vois, c'était aussi, tu te rappelles, il y a eu ce truc, la fin du monde, la fin du mois. Bah, tu vois, c'était déjà les mecs qui pouvaient penser à la fin du monde, c'est qu'ils avaient le temps de pas penser à la fin du mois, tu vois. Donc il y avait ça, et je pense que là on est beaucoup trop avancé pour que les gens qui votent aux européennes, même si c'est les classes intermédiaires, aient voté de manière un petit peu dilettante ou tiens je vote ça parce que d'habitude ils sont pas représentés, ça permet de montrer ma différence idéologique. Je crois que non, je crois que les gens je crois que là ça se polarise, ça se moïse. Après quand même faut quand même dire que ces élections là malheureusement c'est voté plus par les gens qui ont peut-être moins de soucis avec la crise, donc ça va quand même faire baisser le score. Mais je pense que le fait qu'ils aient moins de soucis avec la crise les polarise quand même, parce que même si eux ne les ont pas encore, ils voient que le monde va plus mal qu'avant, et c'est pour ça qu'ils se radicalisent. Tu vois, c'est dans tous les cas, ils sont pas non plus totalement aveugles. Oui, tu vois. Bien sûr, mais d'ailleurs, ça va être intéressant aussi. Moi, j'ai envie de voir la campagne de Léon Defontaine, tu vois. Donc la campagne du PCF, parce qu'il a dit dans une interview que sa campagne elle se jouerait, il sera sur les trousses de Jordan Bardella, tu vois. Moi, je vais même un coupé qui sera sur les trousses de la France Insoumise. Parce qu'en fait, et ça veut dire qu'il a compris qu'en réalité, il va rien gratter du tout au Front National, au Rassemblement National, et que les gens qu'il peut gratter, c'est déjà des gens de gauche, en fait, que c'est les gens de la France Insoumise. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va être vraiment sur les trousses de Jordan Bardella, mais vu la campagne qu'a fait Roussel, où en fait, c'était plus une campagne critique de Mélenchon qu'une campagne critique de Le Pen, ben, ça m'étonnerait que De Fontaine fasse ça et que ce soit pas que des paroles en l'air, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais vraiment, j'ai envie de voir cette campagne pour voir ce qui va se passer, quoi. Bah ouais, je pense que vu comment c'est parti, je pense que oui, ça va être. Tu vas taper sur Royal, ça va être ça la campagne. Tu vas taper sur Royal et minimiser le score de la FI, je pense que ça va être sa campagne. Ça va être ça, et je pense que de toute façon, là, clairement, hein, s'ils vont pas ensemble, c'est parce que les partis ne croient pas au dépassement de leur structure et de leur bureaucratie, et que chacun veut reconstruire la gauche autour de lui. Donc c'est marrant, et on va dire les Verts sont peut-être un peu plus conscients de leur position idéologique de classe, donc elles favorisent ça. Le PCF est totalement dans la fétichisation et la réification du prolétariat, et donc sont dans un romantisme extrêmement problématique et presque réactionnaire en fait. Et la FI, alors le PS lui est quasiment dans une crise organique en fait, parce c'est lui qui a je pense, mais c'est traditionnel chez lui, mais maintenant qu'il est tout petit, c'est problématique. Tu peux avoir, il a vraiment des gens très très opposés à l'intérieur. Alors ça posait pas de problème quand t'étais le premier parti de France. Parce que justement t'as tellement de place à distribuer que pour la gamelle t'arrives à te retrouver autour d'une structure. Là, avoir autant de dissensions dans un si petit parti, c'est lui qui est le plus en crise. Et puis la FI, elle a un problème elle va commencer à avoir un problème d'inadéquation structurelle parce qu'elle est organisée autour du populisme, et que Mélenchon, il va disparaître petit à petit. Donc si tu veux, chacun a ses problèmes.
et chacun mise sur la chute des autres. Les autres partis misent tous sur la chute de l'AFI à cause de sa crise structurelle, la disparition du populisme et du populiste en chef Mélenchon. Ils misent aussi sur la disparition de l'écologie politique à cause de la crise. Les écologistes, eux, pensent le dépassement de la lutte des classes par l'écologie. Enfin voilà, tout le monde pense ça. C'est vraiment le truc de Gramsci, c'est le vieux monde est mort, mais le nouveau est pas encore. Exactement. Est pas encore là. Donc en fait, les mecs qui sont entre deux, ils attendent que les autres partis meurent, mais pas eux, alors que leur parti peut aussi bien mourir, quoi. Exact. En fait, il se passera qu'ils vont tous mourir. En fait, là, c'est le sens de l'histoire. Mais personne s'en sortira parce que s'il y en avait un qui était tellement hégémonique et qui avait que les qualités sur l'autre, c'est pour ça que la FI, en fait, aujourd'hui, est surperforme. Pourquoi ? Parce que tant que Mélenchon est là, sa crise structurelle n'est pas encore déclenchée. Donc, comme elle est plus avancée sur le programme, comme elle a les classes les plus progressistes et les plus dynamiques, les jeunes, elle a des jeunes cadres, elle a aussi pas mal d'ouvriers par rapport aux autres. Elle a une structure de gens qui adhèrent à son projet qui est intéressant. Mais voilà, Mélenchon et Mélenchon, c'est vraiment ce que Marx dit, quoi. C'est à un certain stade de développement de Mélenchon, de force favorable à la FI, il devient une entrave, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est marrant parce que c'est à chaque parti qui a ses soucis. Moi tous les partis m'intéressent presque. Ce qui me fait peur, c'est ELV parce que pour le coup, il a quand même une espèce de dynamique sur ses élections et j'aimerais pas qu'il se repositionne trop, mais c'est pareil, au sein de ELV il y a des énormes tensions entre la ligne Rousseau et la ligne Jadot, c'est-à-dire que les gens qui t'expliquent oui on veut être écolo mais en fait on veut faire du Macron au niveau économique, les militants ELV ils commencent à comprendre que faire 6 fois le tour du monde à toutes les marchandises c'est peut-être pas le top au niveau économique, quoi. Mais le PCF aussi, c'est intéressant quand même, parce que le PCF, tu dis réactionnaire, oui, je vois, moi, la trajectoire réactionnaire que peut prendre, ou conservatrice que peut prendre Roussel, mais à côté de ça, ils ont un programme qui est très intéressant, et à côté de ça, au niveau militantisme, même s'ils ont des fois des militants un peu vieillissants, ils ont des militants qui se revendiquent du marxisme, du communisme, et qui peuvent quand même porter un regard progressiste, tu vois, même s'ils vont se planter sur certains trucs, je dis pas l'inverse, quoi, mais tu vois, tous ces partis-là, ils ont des contradictions internes qui sont énormes quand même. C'est impossible d'avoir le programme du PCF. Pour moi, il est plus progressiste que celui de la FI sur bien des points. Il y a des points où c'est l'inverse, mais il y a des points où il est vraiment très progressiste. Il met plus la notion de travail au centre. C'est moins un truc en mode on va taxer à distribuer. C'est plus on se réapproprie le travail et tout. Donc il est cool. Mais c'est porté par Roussel, quoi. C'est porté par là, ça va être Desfontaines. Mais Desfontaines, je trouve qu'il est vraiment pas à la hauteur, quoi. C'est surtout qu'il vient de la MJCF. Enfin, le MJCF, c'est encore plus radical que le PCF. Le MJCF, enfin moi je trouve que c'est une organisation jeune qui est vraiment bien, vraiment vénère et tout, et en fait le gars il arrive Desfontaines, tu lui dis ah non mais est-ce que vous pensez que il faut faire je sais pas, faut faire du communisme, il va dire oui mais non mais je suis pas comme Staline et tout, enfin c'est bon, tu vois, enfin arrête de faire de l'anticommunisme, assume-toi et puis ça donnera peut-être plus envie de gens d'adhérer à ton projet que de faire ce que tu fais, quoi. Enfin bref, c'est intéressant mais c'est à la fois vraiment frustrant, je trouve, ces espèces d'incohérences qu'il y a dans chaque parti, alors que au final les ailes gauches de chaque parti sont quand même d'accord sur un programme de rupture, sur un programme écolo, antisexiste, antiraciste, tout ça, quoi. C'est ça qui est ouf. Bah c'est ça le monde, là, comme tu disais, il est en train de mourir, mais il peut pas non plus déboucher parce que le poids total et l'union autour de la NUPES est encore assez performant pour espérer des choses. Donc c'est pour ça aussi, tu vois, que les partis restent dans la NUPES. Voilà, les partis restent dans la NUPES parce que y a à gagner. Ils ont déjà gagné vis-à-vis de ça, il y a à gagner. Donc personne veut bazarder le truc. Tout le monde se dit ça peut encore servir, ou tu vois, c'est voilà. Donc ils sont assez forts, d'où le poids de la FI, et en même temps on comprend pas trop effectivement pourquoi toutes les ailes gauches pourquoi il n'y a pas une moïsation de la NUPES, voilà. Et pourquoi toutes les ailes droites se réunissent pas pour refonder un parti social-libéral, et toutes les ailes gauches un parti
voilà, presque un néo-parti communiste, c'est-à-dire qu'il faudrait presque, à la rigueur, qu'il y aurait une refondation entre les ailes gauche et puis les ailes droite, et puis un programme commun entre les deux. Ça se trouve, tu permettrais de faire 50% avec ça, tu vois. Et on garde beaucoup plus que d'additionner les 4, quoi. Mais, on garde Colin Fabien pour le nouveau parti communiste. Ouais, nous on va l'acheter vu que ça marche bien pour le siège de position. Ouais. On se dit, on se donne 10 ans, voilà, parce qu'on aime bien Niemeyer. Mais oui, effectivement. Ouais. Mais non, clairement, voilà, donc il y a ça et pour être clair, en fait, la problématique, c'est que le temps, il y a des dynamiques qui vont dans le sens des victoires progressistes, et on le voit, hein, finalement ça progresse, hein, une phrase à la con, mais le progressisme progresse, quoi, voilà. Et en même temps, il va falloir quand même des réagencements pour vraiment transformer l'essai et enfin, aller marquer à la fin. Ce sera même pas suffisant, parce que si ça reste au niveau des appareils et qu'il n'y a pas de mise en mouvement des masses derrière, bah, ils arriveront au pouvoir et puis il y a de fortes chances qu'ils trahissent comme Syriza. Enfin, on pourra en parler après. Enfin, pas après, mais dans une autre fois. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire un nouvel effort de débouché unitaire et de cohérence. Parce que l'histoire, les conditions matérielles le permettent et parce que l'histoire l'exige. C'est le cas par exemple du Front populaire en 36. Oui, à la fin le Front populaire il démarre en 35-36 d'abord contre le fascisme. Et il y a à un moment donné une remise en question des ailes gauche, des ailes droites, des partis, etc. Et d'abord, ça s'appelle d'abord le Front populaire antifasciste. Puis après, ce sera le Front populaire Vaillant Couturier dans l'UMA, etc. Et ça, là, ce qui est un peu catastrophique, c'est que là, on n'a pas l'impression que les partis soient à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire que, excuse-moi, capables de prendre acte que justement si eux ne sont pas à la hauteur et n'ont pas de débouché cohérent et unitaire à court moyen terme, bah oui, ce sera les fascistes, quoi, ou les néo-fascistes, on les appelle comme on veut. Ce sera un programme. Moi, je mise même pas sur Marine Le Pen. Hein. Je lui dis, pour moi, ce néo-fasciste passera par la victoire de Darmanin, Ciotti, Zemmour, quoi. Voilà. Donc. Ouais, non, mais c'est possible. Mais en plus de ça, le truc avec l'alliance des partis de gauche, là, c'est que, en fait, on retrouve des problèmes de type bureaucratique, on a l'impression. Enfin, c'est vraiment la survie d'une petite bureaucratie qui empêche, même là, pendant le mouvement des retraites, ça aurait même pu se faire, tu vois, cette refonte. C'était peut-être le moment, les gens étaient ensemble, et du coup, bah, ça nous donne pour le coup presque une ligne pour notre militantisme, c'est-à-dire, bon, c'est bien de moïser les gens sur Internet, mais c'est même de moïser, en fait, de moïser les partis de gauche et puis de montrer, en fait, voilà, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont plus de gauche, qui sont des espèces de sociolibéraux. Il faut qu'ils s'assument comme tels au bout d'un moment, quoi. Moi, j'ai vu là, à la fête du PCF de la Vienne, Sandrine Rousseau a dit oui, non mais moi je suis pour l'union de la gauche, mais mon parti il est pas comme ça. Bah si t'es pour l'union de la gauche, si dans le PS il y a des gens pour l'union de la gauche, si dans le PCF aussi, si à la FI aussi, au final pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette union de la gauche qui se fait, quitte à, après comme tu dis, avoir un programme commun avec des gens plus modérés, machin, mais c'est quand même un manque peut-être de courage aussi politique de toute cette bureaucratie qui veut se maintenir malgré tout, et c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant parce que c'est nous qui nous retrouvons sans parti, sans possibilité de gagner, quoi. Ils pensent qu'ils ont encore le temps, quoi. En fait, ils pensent que leur parti va gagner, alors que leur parti va pas. Enfin, tous les partis vont. En fait, ces élections européennes, il y a quand même de la chance, à part si la FI vraiment arrive à garder son hégémonie. En fait, soit la FI va garder son hégémonie, soit tous les partis vont y perdre. Mais il n'y a aucun parti qui va se retrouver. ELV, le PS et tout, ils vont pas renaître de leur cendre et ils vont pas faire 25% en 2027. Hein.
Non, mais en fait, c'est ce qu'ils croient. Ils croient qu'ils vont faire ça. On est encore trop, la NUPES est encore trop gros, c'est les partis trop petits, donc on est encore dans une situation d'équilibre, quoi. Et pas dans la situation vraiment d'une... Donc il y a deux solutions, soit ils prennent conscience de leur responsabilité face à l'histoire, et après ça veut pas dire que même s'ils gagnent, voilà, ça fera pas tout, hein. Soit ils iront au goulag. Voilà. Soit, en fait, ils vont perdre contre la droite réactionnaire, contre les néofascistes, etc. Enfin, voilà. Et là, effectivement, là, ils seront tous détruits. Voilà. Il y aura une refondation à partir de rien, parce qu'ils seront tous détruits. Il y aura des désertions, etc. En fait, ce que tu penses, qui fait le meilleur, c'est Cazeneuve et Roussel qui ont raison. Il faut que Cazeneuve porte un projet social-libéral, il faut que Roussel tende trop vers lui, que le PCF explose à cause de ça, et qu'il y ait une refonte social-libérale avec Roussel, autour de Roussel, Cazeneuve, une partie du PS et puis une partie de LV. Et puis comme ça, il y a une tambouille à faire de l'autre côté. Donc il faut soutenir Bernard Cazeneuve. Bah ouais, mais il faudrait que Roussel, le problème de Roussel, c'est qu'il est coincé, quoi. Ah, il est coincé, c'est-à-dire que soit il veut vraiment aller jusqu'au bout de sa stratégie de drague de la petite bourgeoisie de droite, conservatrice, bon chic, bon genre, raciste sur les bords, etc. Mais à ce moment-là, il faut qu'il arrête de s'appeler communiste. Soit il veut garder le programme communiste et le nom, et dans ce cas-là, il aura jamais leur vote, quoi. Donc à la fin, on va arriver à un gars qui sera le candidat de gauche préféré de tous les Français, mais qui fera tout le temps 2%. Parce qu'en fait, tout le monde l'aime bien. Tu sais, c'est le mec, tu vois, tout le monde l'aime bien, mais personne n'est vraiment son pote, quoi. Tu vois, c'est Roussel, quoi, tu vois. Et en fait, tout le monde l'aime bien, tout le monde dit, oh, il est pas mal. Bon, de là à voter pour lui, voilà. Et il est coincé dans ça, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a trop d'histoires, en fait, au PCF pour abandonner le nom. Et en fait, ils tiennent trop au signifiant communiste, alors qu'ils l'ont un peu vidé de son sens, hein, ceux qui soutiennent Roussel. Et donc du coup, voilà, ils se retrouvent à devoir dire je suis communiste, vous inquiétez pas, je suis communiste, mais bon, être communiste avec Enthoven, ça va pas le faire longtemps, quoi. Donc il est dans une position tragique, en fait, il est bloqué. C'est ça, il est dans une position tragique, et il est dans une position qu'on décrivait romantique, quoi. Il est dans une position romantique, là. Et puis il a des contradictions, tu vois. Il célèbre l'histoire du PCF, tu vois. Puis à un moment donné, il va te dire Macron s'attaque à notre belle 5ème République. Et frérot, le PCF, il défilait contre De Gaulle en 58 et contre la 5ème République, qui traitait De Gaulle de fasciste. Je veux dire, même si tu veux jouer le romantique et puis le nostalgique, c'est pour ça que je trouve qu'il est pas courageux. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça, tu vois. Il arrive, boum, Staline c'est un camarade, De Gaulle était un vulgaire fasciste, boum, tu vois. Ça aurait un peu de gueule. Mais en plus, il ferait 2% aussi, en plus, voire même plus, tu vois. Il ferait même peut-être plus, parce qu'il prendrait des voix à FI en faisant ça. Tu vois. Et là, il peut rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il peut rien faire. À un moment donné, il peut faire que 2%. Donc, et en vrai, c'est un problème. Hein. C'est un problème, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de thématiques, il y a plein de lignes au PCF qui sont intéressantes, ou des visions, sur la planification, etc., qui mériteraient d'être au moins d'être posées à gauche, tu vois, de créer des débats. Il y a des gens comme Bernard Friot, je fais de la pub, mais on fait un entretien avec Bernard Friot bientôt, qui sont au PCF, qui restent. Donc il y a des vrais débats, et en fait c'est masqué par la catastrophe Roussel, quoi. Donc Mais c'est ça qui me fait chier tout le temps. Moi, j'ai l'impression de critiquer Roussel souvent. Et à la fois, je sais très bien qu'il y a énormément de militants en France, qui sont des militants PCF et qui sont très bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a une position bizarre. C'est comme si t'avais un type, il avait, son parti c'était le PRF, c'était le parti raciste français.
et que le mec, sa stratégie, c'était d'aller draguer le centre-gauche de LV en disant ouais, non, mais attendez, ouais, on est tous humains au final. Enfin, évidemment que ça marche pas comme truc. Enfin, ouais, ça fonctionne pas. C'est débile. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, pour terminer, tu vois, c'est compliqué. Tu parlais de bureaucratie. Bah oui, c'est aussi de la boutiquerie. Les partis, c'est aussi des petites entreprises, hein, avec des permanents, avec des mettre la clé sous la porte, c'est licencier des mecs, tu vois, la LFI avec sa structure beaucoup plus malléable, avec, tu vois ce que je veux dire, un peu de elle est beaucoup plus capable justement de se remodéliser, etc. Parce qu'elle a pas ces contraintes là. Les partis, bah ouais, ils mettent du temps à mourir. Bah, je veux dire, on va pas reprocher. On parlait tout à l'heure de petite bourgeoisie, etc. qui essaye de survivre et de garder sa place de confort jusqu'au bout. Bah ouais, effectivement, si t'es permanent de parti pendant 30 ans, c'est difficile. Enfin, c'est normal qu'ils soient dans la fausse conscience, en fait, quoi. Tu vois, si on était à leur place, est-ce qu'on aurait la même lucidité, tu vois? Faut avoir au moins ce marxisme minimum, ce matérialisme minimum. C'est sûr. Tu vois, mais tu vois, il y a Maldoror 404 qui dit un truc intéressant dans le chat. Il dit s'il était à gauche de la France Insoumise, il ferait peut-être 2% aussi, mais il permettrait à la FI de se dédiaboliser. Mais c'est vrai que c'est important aussi, parce que là, le type passe son temps à taper sur la FI et à dire regardez, c'est des gauchistes, tu vois. Donc du coup, ça affaiblit la gauche qui est basée autour de la FI. Alors que s'il était là en mode hop, au-dessus de 3 millions, moi je prends tout, on envoie Bernard Arnault aux îles Kerguelen, bah peut-être que Mélenchon il arriverait avec un discours qui paraîtrait beaucoup plus entendable en fait. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est les conditions de la défaite dans tous les cas. C'est-à-dire que Mélenchon passe en 2022 à 400 000 voix près de passer devant Le Pen et puis d'être face à Macron. Mais en fait, les autres partis de gauche auront tellement tapé sur LFI que même s'il était passé, il aurait eu quasiment aucune chance de gagner au second tour, parce que déjà son propre camp aurait passé son temps à le traiter de poutiniste ou d'autoritaire ou de je sais pas quoi, et, tu vois. Donc c'est vraiment des gens qui jouent pour la défaite, quoi. Et ça, c'est pas l'histoire de, tu vois, on reparlait du Front Populaire, c'est là je parlais à un moment donné, le Front Populaire, c'est vraiment la conscience du fascisme. C'est d'abord, avant d'être le programme, avant d'être même les grèves de 36, les volontés de congés payés, etc., bon, qui sont dans le programme du communiste, etc. Mais avant tout ça, c'est la volonté que les fascistes ne prennent pas le pouvoir après février 34. Il faut lire les livres. Il y a des livres très intéressants là-dessus. Je vous donnerai la ref. Je vais la retrouver dans 2 minutes sur le 9 et le 12 juin. Les journées du 9 et du 12 juin 34, qui sont des journées populaires ouvrières contre le coup d'État contre la tentative de coup d'État du 6 février. Il y a un très beau livre chez La Fabrique qui s'appelle Terre Front, de Marc Bernard, si ça vous intéresse. Et là, on a vu des accords de désistement pour des petites élections, hein, entre des partis radicaux. Qui étaient eux aussi antifascistes, parce que faut même la droite, enfin même le centre gauche, voilà, qui est le parti radical de l'époque, était antifasciste, tu vois. Et on a vu des choses se créer là-dessus, et on voit bien que finalement, bah, face à l'histoire, après, à un moment donné, les masses font l'histoire et l'histoire déborde. Mais voilà, ce faire front là a permis ensuite, le programme de 36, et puis les journées de grève, quoi. Donc effectivement, elles feront pas toute l'histoire, les petits partis, mais elles peuvent donner une coloration. Voilà. Imagine, là, pour l'instant, elles sont... Imagine un Roussel à gauche de Mélenchon
qui rentre dans Mélenchon, mais au lieu de rentrer dans Mélenchon en disant que c'est un islamo-wokiste, je sais pas quoi, qui lui dit non mais attendez, là vous voulez augmenter les cotisations patronales, donc en fait vous enlevez du pouvoir aux travailleurs, machin, tu sais, un peu des fois t'as ces débats là avec des militants PCF, ils ont raison, je veux dire, Mélenchon il a un discours des fois qui a un peu qui reste dans la logique capitaliste et tout, et il vaut mieux reprendre le pouvoir sur la production et tout, mais jamais tu l'entends là-dessus, Roussel, quoi. Jamais il vient voir Mélenchon et il donne un cours de communisme en lui expliquant qu'en fait ça reste un capitalisme mental. Alors qu'on aimerait qu'il fasse ça, en fait. Non, il arrive, il lui dit oui, vous avez invité Médine et puis ouin c'est pas bien, je sais pas trop quoi. Les trucs de République et tout, vous êtes dans nous on est le garant de la République. Nous on est le garant de la République comme discours. Enfin. Mais le gars c'est même pas Jaurès, c'est Clémenceau quoi. Non, mais tu vois, ça c'est vraiment la catastrophe quoi. À un moment donné, quand la gauche elle a commencé à parler plus de République que de socialisme au début du siècle, ça a vraiment donné des trucs catastrophiques quoi. Donc mais oui, mais là on est encore voilà, et pour si on finit on va peut-être clore, mais on reviendra ça sur les prochains. Mais voilà, pour vraiment finir sur une autre temps, j'avais dit tiens, on parlera de la baisse tendancielle du taux de profit. Il y a des conditions matérielles aussi au progrès. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le néolibéralisme est en crise, on l'a expliqué juste avant. La stratégie néolibérale d'extension, enfin de division de la production par la mondialisation, c'est-à-dire d'avoir une forme d'exploitation du nord vers le sud, non pas une division internationale du travail comme on pouvait le voir au 19e siècle, c'est-à-dire avec une spécialisation des pays, mais tu vois, une stratification des classes à travers la mondialisation, on va dire les classes supérieures, tertiaires, support, et puis les producteurs dans le sud arrivent au bout, c'est-à-dire que même cette plus-value-là commence à diminuer, les salaires augmentent au sud, la compression des revenus se fait de plus en plus au nord, la redistribution est de moins importante, donc il y a une suraccumulation du capital, ce qui entraîne une sous-consommation et donc une surproduction du nord vers le sud. Et là, aujourd'hui, le capitalisme n'a plus de possibilités. Là, il vient de se donner un appel d'air, c'est-à-dire avec l'inflation. Il y a deux possibilités pour le capitalisme d'augmenter son profit. Il y a un mode d'augmentation normale, qui est l'augmentation de la production, et ou l'augmentation de la valeur. Donc l'augmentation de la production, c'est vous produisiez 3, t'arrives à trouver un quatrième débouché, tu produis 4, et donc à profit constant, t'as un quatrième qui te produit 33% de plus de profit que ce que t'avais avant. Ça c'est le mode, on va dire, impérialiste et libéral, le marché plus l'impérialisme. Ensuite t'as un mode d'extension de la productivité, donc d'avoir de compression de la, on va dire de la compression de la marchandise travail, et donc de produire plus avec moins de marchandises, et à la fin la valeur la plus compressible c'est la marchandise travail, donc le taux d'exploitation. Ça c'est un mécanisme qui est contradictoire, et c'est ce que décrit Marx, parce qu'effectivement plus tu augmentes, plus tu comprimes la valeur travail, la marchandise travail, plus tu accélères la baisse tendancielle du taux de profit, parce que tu es obligé de décupler à la fin des énormes moyens capitalistes, énormément de travail mort, et en réduisant le travail vivant, finalement tu maximises la contradiction. Donc ça c'est quelque chose qui pousse vers la crise. Et puis tu as un autre aspect qui est comparable au premier, c'est de non plus augmenter la production, mais augmenter la valeur. Alors là, c'est vraiment du court-termisme. C'est quand tu vas, et c'est ce qu'on est en train de vivre là, c'est de dire, avant je produisais 3, j'ai pas moyen de faire dégager plus de plus-value sur ces 3 avec la productivité, j'ai pas de débouché pour un 4e, donc il me reste qu'un truc, c'est de vendre plus cher les 3. Voilà. Mais en fait, là, c'est la catastrophe, et c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est que à un moment donné, si tu vends plus cher les 3,
et que les salaires, la marchandise travail est rémunérée de la même manière, là tu vas encore plus vite à la crise parce que finalement tu éloignes, tu t'empêches des débouchés, et en fait les gens qui avant pouvaient acheter 3, parce que maintenant ces 3 valent que 2,5, ne vont acheter que 2,5, d'accord ? Et donc à terme, tu vas faire baisser la production. Voilà. Et donc là on va vers une crise énorme de baisse de la demande, de baisse de la consommation, et la bulle immobilière va éclater, le secteur de la construction va se retrouver en crise. Tous les gens qui viennent d'acheter dans le chat sont en sueur. Donc voilà. Le gars là, sur son front, il a acheté un petit appartement après 20 ans de travail, il entend par position revue que tout va s'éclater. Non, mais là, donc on va vraiment vers une crise structurelle, une crise économique structurelle, et qui est connue, etc. Et cette crise-là, il y a des leviers capitalistes, keynésiens, progressistes, pour la résoudre, néo-capitalistes, etc. Mais on va dire que elle peut déboucher sur une tentative de relancer la demande. Même c'est pas notre stratégie communiste, mais nous ce qu'il faut c'est qu'on pousse justement parce que on sait que la contradiction fondamentale c'est la non-socialisation des moyens de production, mais entre les deux en fait il y a une possibilité d'un capitalisme un peu plus, on va dire, où l'État redeviendrait acteur comme ce qu'on a connu dans le capitalisme monopoliste et puis le capitalisme fordien, etc. Donc ça va émerger de la classe capitaliste, on va dire intermédiaire. Il y a les patrons qui vont dire en fait, il y a des patrons qui vont dire plutôt que de nous enlever des impôts, ce qu'il faudrait, ou de compresser les salaires, ce qu'il faudrait c'est que l'État nous achète de la marchandise, tu vois ce que je veux dire, qu'on nous boucle nos carnets de commandes, comme ça on est sûr, on peut augmenter les salaires, on a une vision, tu vois. Donc il y a de l'investissement public, etc. Il y a tout ça, et puis il y a des dynamiques de transformation, la planification, et tu vois, et tu disais tout à l'heure, LFI est pas communiste. Effectivement, mais LFI peut être déjà la maximisation de ça, tu vois. Et une fois que tu fais ça, faut pas croire que ça relance le capitalisme. Parce que quand tu fais ça, tu vois, ça amène aussi une crise. Le Fordisme a amené une crise du capitalisme qu'aurait très bien pu déboucher par... qui a été pré-révolutionnaire dans les années 60, qu'aurait pu déboucher par plus d'autogestion. Le néolibéralisme n'était pas inscrit dans la crise du Fordisme, en fait. Voilà. Donc il y a ça qui est en gestation. Il y a des classes productives, jeunes, diplômées, qui ont envie de maintenir, on va dire, leur position de classe intermédiaire, mais plus de faire n'importe quoi avec la production. Donc ils peuvent se projeter justement dans un projet progressiste qui va peut-être donner du sens à la transformation écologique, etc. Il y a tout un tas d'aspects progressistes dans cette baisse tendancielle du taux de profit. Là-dessus, faut que la social-démocratie sincère ou le progressisme sincère électoral non révolutionnaire, non communiste soit à la hauteur, et c'est toujours un moyen quand le capitalisme met déjà en place du communisme, c'est là où le communisme est le plus fort. Le communisme n'a jamais été aussi hégémonique que quand justement le capitalisme en face était obligé de passer par la planification, par le plan, etc. Après, il y a d'autres contradictions, mais donc il y a voilà, on va vers une crise économique fondamentale dont la sortie, c'est ça qui est risqué, la sortie ne peut plus être vraiment, on va dire, guerrière comme elle l'était en 40, sous le capitalisme impérialiste libéral. Pour d'autres raisons, les intégrations des économies mondialisées, la bombe atomique, etc., fait que une guerre mondiale est, j'ai pas dit impossible, mais difficilement envisageable, assez compliquée. Donc il peut y avoir peut-être un renouveau de guerre civile, d'où la violence qu'on voit dans le racisme, etc. Mais cette limite du capitalisme libéral,
la limite de l'augmentation du taux d'exploitation, la limite de la productivité par le gain à court terme, peut relancer, on va dire, des voies progressistes de gestion de l'économie. C'est pour ça qu'on voit des gens, par exemple, comme Piketty, qui était finalement un social-libéral et qui finalement commence à être vachement radical dans par rapport à sa trajectoire, hein, tu vois, c'est pas encore un communiste, mais tu vois, des gens qui un cas comme Frédéric Lordon, tu vois, un type. Alors Lordon a toujours été plus à gauche que Piketty, mais quand Piketty était quasiment social-libéral, Lordon était un keynésien, enfin, tu vois, il a jamais été keynésien, mais il était pour l'école de la régulation, donc tu vois, pas vraiment l'économie marxiste. Et puis, quand l'autre devient presque à l'école de la régulation, voire hyper interventionniste, il est communiste. Ouais, voilà, donc t'as cette trajectoire-là, parce qu'effectivement, la crise capitaliste qu'on est en train de vivre nous oblige à repenser justement la gestion des forces productives, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion, mais c'est un truc intéressant d'ailleurs pour ceux qui veulent lire un peu de ça ou en entendre parler. Antoine Vatan, l'économiste, a écrit un peu sur la baisse tendancielle du taux de profit pour montrer très bon livre. Donc mais ouais, je pense qu'on pourra en reparler. Et puis on se reverra avec Position bientôt. On fera notamment l'épisode 3 sur le matérialisme dialectique, donc pour faire encore de la théorie, parler de concepts, parler de matérialisme dialectique. Et puis voilà, je crois aussi que je ferai un live vendredi, donc voilà, on reprend à bon rythme maintenant et ça va être cool. Et j'ai l'impression que le live en plus s'est bien passé au niveau technique, donc ça veut dire que le nouvel ordi est relativement bien réglé. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Position. Non, bah j'espère que le chat était content, et puis il faut pas hésiter à poser des questions, soit sur Twitter, soit carrément. Voilà, et aller lire Position sur internet, etc. Et aller lire sur le site, parce que là c'est... Bon, allez, à plus et je vous dis à demain les amis.